Chères auditrices et auditeurs, sachez que l'émission que vous vous apprêtez à écouter évoque les personnages, les thèmes et les situations du film annoncé, de la première à la dernière minute. Par conséquent, ce podcast est intégralement constitué de spoils. Si vous n'avez pas encore vu le film et que cela vous intéresse, faites-le avant de nous écouter. Cet avertissement fait, nous vous souhaitons une délicieuse écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans ce film est trop petit pour nous deux, aujourd'hui consacré à Twister de Yann de Bont, sorti en 1996. On va en parler en long, en large et de traviole pendant un peu plus d'une heure, parce qu'une chose est sûre, ce film est trop petit pour nous deux. Une vache! Il faut que je vous quitte, Julia, on a des vaches! Une autre vache! En réalité, je pense que c'était la même. Eh bien, salut tout le monde, merci encore pour ce sublime générique. Salut à tous, salut à toutes, installez-vous bien, mettez-vous à l'aise. Aujourd'hui, on va parler d'un film de ce virevoltant Yann de Bont, à ne pas confondre avec son frère James. Bon, bah j'ai pris un vent, on dirait. Un vent parce qu'on va parler de Twister. Ouais, je suis dans une forme paralympique aujourd'hui. Salut tout le monde, salut. Putain, je suis le seul à applaudir, merde. Il y a vraiment eu un setup de ouf pour cette vanne et je remercie toute l'équipe. J'aimerais remercier mes parents, ma famille, mon chien, Jacques-Yves Cousteau et Yann de Bont. Donc qui qui nous réunit ce soir pour qu'on parle ensemble de Twister, donc un film catastrophe d'une qualité qui lui est propre et sur laquelle on reviendra pendant tout le long de l'épisode. Et j'aimerais présenter mes fabuleux acolytes. Thomas, comment vas-tu ? Est-ce que tu es là déjà ? Est-ce que tu es là ce soir ? Je ne sais même pas. Je suis totalement là, mais par contre, je me désolidariserai. Tu feras quand tu arriveras à le prononcer déjà. Voilà, exactement. Totalement de cette blague. Je tiens à préciser que nous n'étions pas au courant. Voilà. Nous étions juste prévenus qu'il allait se passer quelque chose, un happening, j'ai envie de dire. Et je pense que nous avons tous et toutes été extrêmement déçus. Et gênés. Il n'empêche que, néanmoins, je te dis... Bonsoir Thibaut, comment vas-tu ? Moi ça va, mais à merveille, vraiment, c'est tout feu tout flamme. Non, j'imaginais qu'on ferait un film sur le feu, donc ça vraiment ça avait un sens. Bertrand, comment vas-tu ce soir ? Salut. Eh ben ça va et toi, dis donc. Mais dis donc. Écoute, ça fait si longtemps, je suis très content de te voir. Mais vous savez les gars que ce soir on n'est pas seul et qu'on réalise un vieux rêve, très vieux rêve. On va parler à une fille ce soir, ça me fait trop bizarre. Du coup, on accueille Émilie. Sois la bienvenue, Émilie. Salut, comment ça va ? Salut, merci de m'accueillir, ça va très bien. Je suis ravie. Je sais que le plaisir est pour nous, hein. Ça il faut le savoir. Alors, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi ? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour commencer cette grande aventure que va être Twister ? Déjà que j'ai vu Twister, le film, ça c'est déjà une première chose. Déjà, je l'ai vu. Première. Ça nous fait pas un point commun. Moi, je l'ai toujours pas vu. Et puis non, voilà, je vous écoute, j'aime beaucoup ce que vous faites. C'était toi. Ouais, c'était moi, effectivement. Et j'ai fait des études de cinéma, mais je sais pas forcément ce que j'ai forcément envie de mettre en avant, en fait. Mais bon. Oui, mais tu seras notre experte ce soir. On va dire que oui. Mais juste une petite anecdote, si je me rappelle bien, tu étais la doublure lumière d'une certaine actrice française de grande qualité ? Oui. Alors, doublure lumière, on est bien d'accord, de Isabelle Huppert. Ok, donc tu vas revenir sur ça. Une doublure lumière, raconte-nous, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, de manière très glorieuse, j'étais assise sur un fauteuil pendant que les opérateurs réglaient la caméra et les lumières. Sur personne, mais il fallait quelqu'un. Donc c'était moi, cette personne. Putain, bah oui. Mais tu n'étais pas personne, dis donc. Bah là, en l'occurrence. Et c'était sur un film. C'était au Festival de Cannes. Ah, oui. Et donc les gens qui passaient, on était au Martinez. Donc les gens qui passaient, ils regardaient dans la salle en attendant de voir quelqu'un. Ils voyaient que c'était moi. Et ils étaient dégoûtés, ils repartaient. Putain, c'est trop classe. Formidable. Il est sympa, Pierre Lescure ? Ouais, est-ce que tu as vu Serge Karamazov ? Non, je les ai cherchés, mais je les ai pas vus, malheureusement. J'aurais bien aimé. Je pense qu'ils attendaient leur sœur. Hein. C'est ça. À mon avis, ouais. Et Roman Polanski, il est sympa ou pas ? C'est une question piège, attention. Attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse.
Et c'était la meilleure réponse. Merci infiniment. Ouais, exactement. Bien, je vous propose que sur ces entrefaits, nous commencions notre grand voyage. Nous allons donc parler de Twister et on va le décortiquer parce que, oh là là, il y a à dire, peut-être pas. Et on va commencer par le début du film. Si ça vous va, il me semble que c'est quand même de couture. Allez-y. Commençons par la fin. Bah parfait. Oui, mais en même temps, le film est complètement tourne-boulé, une tornade, le vent. Au moment où il y a du vent, là. Voilà. Je sais plus à quel moment c'est, mais à un moment dans le film, il y a du vent. Je me rappelle, ça Ça souffle. décoiffe. Entre deux siestes, je l'ai vu. Ouais. Non, on a un début classique de film catastrophe des années 90 parce que là on est donc 96, full 90, on est à l'âge d'or de l'humanité, de la culture, je pense. Il n'y a pas eu mieux depuis. Probablement. Bah oui, il y a eu Sauvé par le gang, donc à part ça, on était au climax Non, mais c'est ça. de l'histoire de la C'est vie, ça. j'aurais de dire. Il me semble qu'il y avait quand même un certain Parker Lewis qui avait l'habitude de ne pas trop perdre. Donc, Jamais. Mais là, il a perdu depuis, par contre. là depuis. Il n'y a plus Parker, mais par contre, il y a Kubiak. Je C'est sais pas vrai, si vous avez remarqué. exactement. Oui, c'est vrai. Il y a Kubiak. Absolument. Donc on a un début à la con, vraiment littéralement un début à la con. Petite famille tranquille, en plein milieu de l'Oklahoma. Calme, tranquille. Voilà. Et l'Oklahoma, donc c'est pas la version urbaine, on est vraiment sur des champs, des plaines, du champ derrière, de l'herbe, du vide, l'infini et des maisons. Et c'est dans cette maison que dort une paisible petite famille, donc, et qui est réveillée par du gros temps, j'ai envie de dire. Une nuit un peu agitée, des éclairs partout. On est globalement sur une fin du monde. Et grosse tempête. On comprend qu'il y a une immense tornade. La famille part se mettre à l'abri. Et donc, c'est un abri de fortune, un vieux bunker. Et qui va mener à peut-être la mort du père la plus con du monde. Oh oui, elle est con. J'ai Oh, qu'elle une est première con. question pour vous trois. Elle est con. Sur une échelle de 1 à Kevin Costner dans Man of Steel, vous la placez comment, cette mort du père, Bertrand? Là, tu viens de me prendre de court. J'étais en train de calculer sur l'échelle. Je dirais à Kevin Costner. Ok, putain. Ah oui, on est vraiment Ouais. sur un maximum pour commencer. Ouais, tout à fait, ouais. Émilie, tiens. Ah bah pareil, parce qu'il restait à sa place, et il restait avec sa femme et sa fille, On est et bien c'était d'accord. réglé, donc il On est con. est bien d'accord. De base. Non, c'est... Ouais. C'est terrible. Et Thomas, un avis, une nuance? Moi, surtout qu'à la limite, Kevin Costner, il a quand même l'avantage de donner un élan d'héroïsme, en gros, et de je ne sais trop quoi à Superman, ce qui n'est pas le cas. C'est surtout cette détente absolue de la famille qui les regarde, où il dit j'arrive pas. Oui. Effectivement, ça a l'air chaud viens pour avec toi. nous, viens avec nous. Non, mon Dieu. Déjà, après, quelle idée de mettre ce tout petit loquet avec clairement, je pense, un miel pops qui tient le. C'est parce que c'est pour enfermer le chien de temps en temps. C'est ça. Émilie, t'allais Non, prendre mais la parole. Et tout. Non, je plus sois. Tu plus sois, nickel. Tout à fait. Non, mais en vrai, c'est quoi cet abri? C'est quoi cet abri, en vrai? Oui, alors ça c'est un abri tempête. Je crois que pour le coup c'est des vrais abris qu'il peut y avoir en tout cas à l'époque il pouvait y avoir dans les maisons américaines. Mais pour décrire la scène, donc toute la famille court avec le chien aussi, il est très important. Toujours un chien dans les films américains. Oui, c'est important. Toujours dans les films catastrophes, surtout. Dans celui-là, le chien, ce sera pas le seul. Non, bah non. Et donc ils vont s'abriter donc dans cette espèce de bunker de fortune. de cabane de jardin sous terre. Oui, c'est exactement ça. Non. Oui, c'est vraiment littéralement ça. Je pense que c'est les chiottes, c'est une cabane à merde. On va pas se mentir. Avec un loquet pour. Et donc la mère et la fille vont s'abriter au fond de la cabane et le père, pour une raison qu'on ignore, décide de s'agripper à la porte pour essayer de la faire tenir. Il y met tout son poids, toute son énergie, mais la tornade a l'air bien vénère. La porte finit par céder et emporte le père au loin. Et pendant ce temps, du coup, le reste de la famille restait donc dans l'abri. C'est-à-dire qu'il ne le précise pas dans le film, mais le père, d'habitude, en fait, est capable de retenir des vents à 170 km/h. Ouais. Donc c'est pour ça, et là, pas de bol, la tornade était un chouïa trop fort Voilà. pour lui, mais c'est quelqu'un d'assez puissant, en règle générale. Oui, non, il est connu pour ça dans le village. Oui, Il a été Mister Oklahoma en 1973. Tout à fait. Dans le bourg, Oui. au bourg, il est réputé. Voilà. On l'aime beaucoup au village, pour reprendre Tout à fait. une formule consacrée. Non, mais voilà, en gros, le reste de la famille reste, enfin, la fille et la mère restent au loin dans l'abri, et il se passe rien. Il y a même la fille qui avance un petit peu, genre. C'est le côté héroïque à l'américaine, c'est tout. C'est pour ça qu'il y est. Non, mais pour être un héros, il faut sauver des gens. Oui, c'est Là, vrai. quand il est pas là et quand il arrête de faire son truc, on voit bien que personne n'est en péril. Ils attendent juste que ça Il y a passe. juste un petit courant d'air dans la pièce, c'est tout. C'est incroyable. C'est parce qu'il avait pas envie qu'elle s'attrape froid.
C'est ça. Mais surtout que c'est très long en plus. Oui, il y a une espèce de chant contre chant qui s'installe où lui il est vraiment en galère. T'as l'impression qu'il joue sa vie. C'est ça. Puis après, je sais pas Radé, mais peut-être que cet homme n'a pas fait grand chose d'autre dans sa carrière. C'est-à-dire qu'il est jamais retombé, quoi. Voilà, il est encore en train de tourner là. Et ce qu'il y a, c'est que ce contre-champ sur la famille qui vraiment a l'air de galérer au possible. C'est c'est vraiment ce côté. Regarde, il a l'air d'en chier. Bah oui, il a l'air d'en chier. Oui. Donc du coup voilà, nous avons notre intro. Franchement, les bases sont posées. Hein. Là, c'est bon, on nous a tout dit. Voilà ce à quoi nous aurons droit dans le reste du film. Et donc le film commence pour de vrai. Maintenant, cette fois-ci, on a une musique full 90. Là, on est dans du plaisir. Je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais oui, c'est une BO de Mark Mancina qui a fait quoi d'autre comme film. Est-ce que vous le savez? Alors dernièrement, il a fait beaucoup de Pixar notamment, et je trouve que ça s'entend. Ouais. Il a aussi, alors là, je crois de souvenir, mais je crois que c'est également, il a fait le thème de Demolition Man. Ouais. Ah, peut-être ça, je l'ignorais. Ouais. Voilà, après, tu regardes, il a quand même une carrière assez complète, mais dernièrement, et je trouve que ça s'entend par moment dans le film, il y a un côté Pixar, en fait, une fois que tu le sais. Carrément. Il s'est occupé également de la BO la BO est géniale, et il s'est occupé de la BO de Speed, également du même réalisateur. Oui, tout à fait, mais ça s'entend par moment. Il y a des thèmes, on aurait dit qu'ils étaient pompés, et en fait, je les trouve interchangeables, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'il a fait des thèmes très caractéristiques avec sa signature, et je me réécoute de temps en temps les thèmes forts de cette BO, que j'aime beaucoup. Et je me demande si c'est pas aussi lui qui s'est occupé de la BO de Godzilla de Roland Emmerich, parce que les thèmes ressemblent aussi beaucoup. Je suis pas sûr de moi du tout. Bertrand. Après, il est assez lambda. Il ressemble pas mal aussi. Il y a pas mal de trucs de la BO d'Abyss et autres, et c'est pas lui, des gros films. Mais l'enchaînement est assez ridicule. Je sais pas si vous l'avez noté, parce que la tempête se termine. T'as une espèce de musique héroïque qui se lance. Et en général, quand t'as une musique héroïque, tu vas voir des gens qui, ils sont en train de faire du cerf-volant, ou des trucs comme ça. Mais en fait, non, t'as juste une bagnole qui roule dans les champs. Voilà, un gros pick-up énorme qui roule effectivement dans des champs. Et on a Bill Paxton avec c'est horrible et malheureux, avec un meuble à côté qui parle un petit peu de temps en temps. Il s'agit de sa femme. Et on va voir que vraiment, c'est pas moi qui suis sexiste, mais le film l'est vraiment. Émilie, je t'écoute. Alors, je suis assez d'accord parce que franchement, en plus, elle est désagréable. Enfin, elle est insupportable, on peut dire quand même. Très con. J'ai envie de nuancer le truc, mais oui, un petit peu. Non, quand même. Bah, pour le coup, là, je peux le dire, même si. Mais elle est pas si inutile que ça parce que c'est à l'américaine, évidemment, c'est un film américain, mais elle joue le rôle du spectateur, quoi. C'est à elle qu'on doit tout expliquer. Oui, comme ça que tu bien sais. sûr, non, évidemment. Tout à fait. Mais ça aurait pu être amené autrement comme ça, quoi. Oui. Très, très désagréable. Une vraie connasse. Une connasse. Mais en même temps, une connasse, et en même temps, c'est littéralement un meuble parce que elle est trimballée à droite à gauche, on lui demande jamais son avis. C'est vrai. Le seul lien qu'elle a avec son mec, c'est tiens, va me chercher un café, chérie, je dois être le personnage principal du film, s'il te plaît. C'est terrible. À savoir que, après, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que c'est juste un personnage fonction. Ah oui, à 100%. Il ne mérite pas beaucoup plus d'écriture. Mais la différence, c'est que, déjà, tous les persos sont écrits à la serpette. Il n'y en a aucun. En fait, atroce. ils sont tous très, très caricaturaux, notamment. Je crois le pire, c'est vraiment Philippe Seymour Hoffman, il est horrible. qui a vraiment le rôle du gros. Du on geek peut pas à la l'appeler con, autrement, ouais. en fait. Voilà. Il a pas de. Voilà. Et alors, il est pas désagréable, étrangement, parce que bon, après, j'aime bien le film, donc ça y fait. Mais il aurait été joué par Rob Schneider à l'époque, qui était vraiment le roi des seconds rôles. Il aurait été invivable, mais c'est vraiment voilà, le mec dès qu'il parle, excuse-moi, par contre tu mets tout le monde mal à l'aise, retourne dans ta camionnette et c'est désagréable. Et à la main levée, par contre, pardon, parce que c'est extrêmement podcastique, qui l'a regardé en VF. Moi. Ok, cool, full tout le VF, parfait. le chien, le chat aussi, tout le monde l'a regardé en VF. Ouais, mon chat l'a regardé en VF également, puisqu'elle était sur mes genoux, comme le petit. Bon, bref, allez, on avance. C'est derrière nous tout ça. Je me cancel, je vous préviens, je me cancel, tout va bien. Je ne le pense pas. Allez, est-ce que quelqu'un avait d'autres choses à dire sur cette musique ou ce début? Non. Après, alors juste, j'ai trouvé un truc, que je l'ai noté, un truc que j'ai trouvé vachement bien, qu'on a au début, qu'on perd rapidement dans le film, mais que j'ai trouvé en tout cas ça bien au début, c'est le fait qu'ils ont complètement inversé les personnages. À savoir que
la dynamique des deux persos, donc Bill Paxton et Helen Hunt, sont différentes dans le sens où c'est elle la tête brûlée qui veut pas divorcer, et c'est le mari qui justement, enfin l'ex-mari, le futur ex, qui vient pour faire signer ses papiers, qui bataille, qui a envie d'avancer dans sa vie. Et je trouve que c'est plutôt une mécanique qu'on aurait eu dans l'autre sens, surtout dans les années 90 où on était encore sur un modèle très film des années 80. Et là je trouvais ça, mais ça se perd très rapidement jusqu'à ce que Bill Paxton c'est hop, c'est pas ma place là. Il est là-bas le patriarcat, mon petit. En fait, ce qui est très rigolo, c'est que c'est voilà. exactement la même dynamique que dans Abyss. Ouais. Mais exactement la même. C'est vrai. Et ça arrive 7 ans plus tard, quoi. Ouais. Ouais, Twister. voilà. Quel est le parallèle que tu fais depuis tout à l'heure avec Abyss? Bah, si. Ça fait 2 fois, c'est pour ça. Bah oui. Il y a pas mal de choses en commun. Bah, vas-y, Émilie, je t'en prie. Bah, un couple d'ex qui se retrouve scientifique sur une quête. Après, le film est bien différent, mais c'est cette dynamique-là, quoi. Et qui est très années 90, pardon. Très années 90 aussi, tout ça, parce que ça s'est fait. Enfin, le film, c'est aussi. Enfin, on va en parler certainement après, mais c'est très Jurassic Park aussi. En même temps, c'est Michael Crichton, évidemment, mais c'est ce couple pareil. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Un couple avec des adjuvants. Ouais. Et des geeks derrière. Ouais, j'ai pas du tout de justement ce côté. Enfin, Abyss, c'est une base pour moi. Oui. Et j'ai pas du tout fait de parallèle entre les deux, justement. Pour moi, en fait, les années 90 au cinéma, c'est typiquement les années 90 au cinéma. Dans le grain de l'image, dans la façon de filmer, dans les acteurs, dans le déroulé des films et autres, tu peux tous les regarder, ils sont tous faits sur le même modèle. Oui, et la façon de les écrire aussi était très... Oui, tout. Et pour le coup, en plus, je crois qu'Abyss, c'est avant, oui, non, c'est avant. 88. 89. Ouais. 89 Ouais. Ok, j'aurais dit 88. 89, ouais. Mais d'ailleurs, en fait, le réalisateur Yann de Bont, c'est à la base, il est chef opérateur. Enfin, oui, chef. Directeur de la photographie. Ouais, Il a enfin, fait c'est les la. deux. Oui, c'est la même Ouais. chose. Ouais. Et le directeur de plus ou sa moins photo, justement, c'est un mec qui a bossé avec Verhoeven, avec McTiernan, avec Ridley Scott. Donc voilà, on est vraiment dans les années 90, quoi. Ouais, c'est pour ça que les c'est lumières, la manière de filmer, tout est de son époque, quoi. Et dans ce qu'elles avaient de plus flamboyant aussi quand même, quoi. C'est... Oui, tout à pour fait. le coup, oui, parce que Yann de Bont, il fait quand même ses 2 premiers films sont quand même 2 gros coups. Ouais. C'est rapidement par en Mais cacahuète. c'est tout. en tout cas, les Voilà. deux premiers, Après, il s'est voilà. dit c'est bon. Oui, voilà. c'est ça, exactement. C'est bon. le mec qui s'est dit, il a attaqué l'année à fond, et Allez. après il a relâché. Je retourne en Hollande. C'est ça, voilà. Je vais retourner là-bas, ils ont des tulipes, de la drogue. Ça arrive assez souvent, hein, les directeurs de la photo qu'on catapulte réalisateurs et puis qui finalement font des films assez pas terribles et qui finissent par disparaître. Ah bah oui, bien sûr. Bah du coup, je vous propose qu'on avance un petit peu sur le film parce qu'encore une fois, parce que là, on en sinon, est à 5 minutes 28. Donc Bill et sa femme arrivent sur un site, une espèce de grand camping géant sur lequel il y a une troupe de personnages hauts en couleur. Thomas, j'aimerais entendre ton intervention s'il te plaît. Oui, alors je le fais direct, Oui. parce que c'est mon anecdote préf, et comme ça elle est faite, on n'en parle plus. Bill Paxton, bon, déjà un acteur qu'on aime tous, qui regrettait Bill Paxton. Je pense qu'on aime tous au moins un film avec Bill Paxton. Twister. Twister. C'est Twister. le premier acteur, par exemple déjà, c'est le premier acteur à avoir été tué par les 3 grands monstres du cinéma, à savoir Terminator, Alien et Predator. Oh, Alien. voilà. Putain, vrai. Dans le Il 2, a été dans le premier Terminator, il fait un des punks qui au putain, début c'est vrai. se font flinguer. Dans Predator 2, il fait un des 2 policiers qui accompagne donc Danny Glover et elle s'appelait, comment elle s'appelait, Maria Conchita Alonso. Oui, j'adore les années 80 et 90. Et également dans Alien 2. Oui, il fait partie de l'équipe Il fait partie de l'équipe des Marines. des Troufions. Mais c'est la classe. c'est la classe. C'était très C'est la classe. intéressant. Et puisqu'on parlait de la VF, je me suis amusé à relever qui faisait le doublage de Bill Paxton parce qu'il a une voix absolument géniale en français. C'est Kevin Costner. Oui, alors, entre autres, c'est un Bernard Lorneau, je crois. Et donc il fait Dennis Quaid, Alec Baldwin, Kevin Costner, Mark Hamill et Michael Keaton. C'est pas rien quand même. C'est pas rien, effectivement. Que des gens aiment. C'est vrai Oui, qu'à cette c'est époque-là, vrai. il a quand même eu du taf. Hein. Oui. Putain. Tu m'étonnes. De ouf. Il faisait partie de la petite secte C'est vrai des que- comédiens de doublage qui Ouais. putain, ils nous ont vraiment fait rêver, ces bâtards. Donc là, Mais pour moi, c'est vraiment la VF de Kevin Costner. Ouais. Dès que je l'entends, parce qu'encore aujourd'hui, c'est lui. Quand on même dans Yellowstone et tout ça, Tout à c'est fait. encore lui qui fait la voix. ok. Qui fait la voix de cet immonde réactionnaire de merde qu'on Bon, a bah, envie après, de sans faire la crever. liste, c'est super. On Pardon, fait une tier excusez-moi. list si tu veux des acteurs réactionnaires des années 90. Non, La c'est soirée pas, va être très c'est très pas longue. Kevin Costner, c'est son personnage dans Yellowstone qui est absolument Ah, d'accord, dégueulasse.
qui me fait pousser des cris de rage, et à Émilie aussi. Je le déteste. Ah, Tu détestes Kevin Costner ou le personnage? Le personnage. Et toi, Thibaut, du je coup? n'ai pas regardé Yellowstone, j'ai pas d'avis. Et Kevin Costner? Kevin Costner, oui, bien sûr. Après, mais tout le monde aime Kevin Costner, voyons. Mais oui, Mais oui, c'est chouchou. mais oui. Même après avoir vu Postman? Bah, j'ai préféré ne pas le voir, du coup, voilà. J'ai même vu Voilà, Waterworld pareil. au cinéma. Compliqué, hein? Allez, on enchaîne. Donc voilà, on découvre donc l'équipe haute en couleur de chasseurs de tornades, dont Bill a fait partie à l'époque. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Bill, on finit petit à petit dans le film par le caractériser comme étant à l'extrême. Donc en fait, lui, c'était un casse-cou. Il s'est rangé, mais l'aventure l'appelle. L'appel de l'aventure, le fameux, hein, et puis ça va partir en vrille. Donc on a parlé de Dusty déjà, une espèce d'horrible personnage, à moitié beauf, à moitié cocaïnomane, je pense. Mais naturel, généré naturellement. Oui, non, mais en fait, il s'appelle Dusty, c'est peut-être pas pour rien. Je pense. Qui est quand même joué par un acteur oscarisé, c'est Ah quand non, même mais fou, tu dis, quand même, c'est oui. dingue de devoir commencer une carrière. Hein. Est-ce qu'on part sur le point, les acteurs décédés du film, ou c'est bon? Enfin, c'est clair. On le reconnaît difficilement quand même, hein, parce que, bon, bien sûr, Non, c'est vrai, un C'est petit vrai, peu, mais, c'est vrai, c'est vrai. mais en fait, bien changé. je sais qu'à l'époque, c'est la première fois que j'ai vu Philip Seymour Hoffman au cinéma, et du coup, je ne l'ai pas reconnu dans les autres films où j'ai pu le Non. voir après. Oui, voilà. Ouais, tu fais pas le lien. C'est ça, exactement. C'est un rôle en fait, il a le rôle dans les films des années 90 qui était souvent tenu par Jack Black, que tu as complètement oublié que C'est Jack vrai. Black a joué dans ces films-là. c'est vrai. Mais ça aurait été Jack Black en Oui, fait c'était qui pareil. aurait fait ce rôle, ça aurait été pareil. Parce que notamment, il a ce rôle dans Le Chacal. C'est exactement ce personnage. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez du Chacal pas avec qui est un excellent film avec Bruce Willis et Richard Gere. Et à un moment, il achète une arme à feu, c'est un canon portatif, hein, un truc avec Oui, des bastos Une arme à gigantesques. feu des années. Et le des mec années qui lui 80. vend, c'est littéralement le personnage de Philippe Seymour Hoffman. Oui. Philippe Cyril Hoffman, donc. Oui, tout à fait. Je vais l'appeler Serge maintenant, ce sera plus simple. Serge. Sergeman. Mais je sais pas s'il avait fait autre chose avant, Philippe Seymour Hoffman, avant Twister, je sais pas, parce que c'est après qu'il a été reconnu. Je crois qu'il a amené ses gosses à l'école, Ah, voilà. juste avant. Voilà, Il y me avait semblait. Magnolia, Ok, merci. mais je crois que Magnolia, c'est en 98, il me semble. Non, donc il c'est a, 2 ans après, après. Magnolia, ouais. il a travaillé après avec. Et Magnolia, c'est après, oui. Ouais, il a voilà, travaillé c'est après ça. avec Ouais, Thomas ouais. Anderson. Mais écoute, je vous enjoins à poursuivre. Et je Ah fact bah, tu es check en formidable. direct. Tu es formidable. Donc il y a tout un tas de personnes. Il y a les cartographes, il y a les gens qui s'occupent des radars météo. Il y a, enfin bon, bref, chacun a un rôle. C'est juste des outils, des petits personnages fonctions, un peu comme la femme. Donc il y a également la chef de bande, qui est jouée par Helen Hunt. Donc voilà, Hélène la Au chasseuse. débeauté comme ça, Oui. est-ce que vous êtes capable de me citer un film, excepté Twister, dans lequel a joué Helen Hunt? Les trucs des hommes, là, avec Mel Gibson, Ah c'est ouais. ce que veulent les femmes. Elle joue C'était là-dedans. elle Ouais. L'intérêt Ouais. amoureux. Effectivement, tout Ah, à fait, bien tout à joué. fait. C'est vrai qu'elle joue là-dedans. Putain, bien joué. Bien joué. Et moi, il y a Twister. Ah oui, c'est vrai. Mais le 8, celui sur le film mais tiré du jeu. Ok, oui, c'est Vous vous vrai. rendez compte s'ils faisaient un film Twister? Je viens d'avoir là. Ils ont réussi à faire Tetris, ils ont réussi à faire Toucher Couler. Ils ont réussi à faire des centaines de films tirés de jeux de société. Je pense qu'ils peuvent faire un film tiré de Twister. Je pense que le monde n'est pas prêt. Non, mais je pense vraiment Sachez-le. surtout que c'est déjà le cas. Et que la scène d'intro du film, la position du père qui s'accroche à la barrière, si tu la retournes, C'est ça. à mon avis, c'est une allusion Peut-être. au jeu Twister. Et c'est pour ça qu'elles attendent, en fait. Elles sont blasées parce que s'il arrive à mettre la main droite sur le point vert, du coup, elles ont perdu. Voilà. Donc elles sont un peu blasées. On est bien d'accord. Et voilà, on vient de. Je crois que je viens. Donc du coup, par contre, voilà, elle n'a rien fait d'autre. Hélène. Elle a une grosse carrière, mais pas des choses qu'on peut vraiment appeler des films. Ouais, quoi. parfait. Elle en a fait depuis, mais ouais. elle a vachement changé. Enfin bon, bref, ou c'était une série, mais elle a vachement changé. Mais elle a joué dans la série qui s'appelait C'était dingue de toi avec Paul Reiser. Oui. Voilà, on en a parlé sur l'épisode de Whiplash, donc c'est bon. donc c'est bon. Donc ouais, elle jouait dans cette série. Moi, c'est juste uniquement pour ça et pour Twister que je la connais. Moi aussi. Là, je suis hein. actuellement en train de regarder un petit peu son truc et franchement, je crois que j'ai pas vu beaucoup de films avec elle. Et pour information, Philippe Seymour Hoffman a fait plein de films avant Twister, Ah bon mais il en a fait aucun qui est connu. Voilà. Ok, cool. Sachez-le. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont bien au milieu, je ne juge pas, mais franchement, je n'en connais aucun. On parle juste de notoriété. Je pense que il y en a pas.
Voilà. Et par contre, après Twister, il enchaîne par contre. Oui. Parce que là, il Bah, fait oui. Boogie Nights, Big Lebowski. Oui, c'est juste après. Magnolia, ouais, talentueux Monsieur Ripley. Ouais, il fait. Qui c'est qui fait dans Big Lebowski? C'est pas lui qui fait l'urne funéraire à la fin? Il joue l'urne funéraire, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il joue le tapis, celui qui se fait Oui, pisser voilà. dessus. C'est un de tes acteurs préférés, Émilie? Je l'adore. Dans Punch Drunk Love, je l'adore. Dans plein de séries. Hop là, donc, si c'est ton acteur préféré, est-ce que tu es capable de nous dire ce qu'il faisait dans Big Lebowski? Eh ben non, justement, je suis surpris, j'attendais parce C'est que. fou ça. Ben moi aussi. Mais c'est Voilà, sublime mais- cette histoire, enfin. Parce que là, je vois effectivement qu'il a joué dans Big Lebowski. Ils disent qu'il joue le rôle de Brandt. Mais est-ce que ce serait pas un des Allemands? J'étais en train de me dire ça. Je pense, Ah. parce que le chef des Allemands, c'est... comment il s'appelle? J'aime beaucoup cet acteur, il joue souvent dans les De films toute de façon, Michael The Bay. Big Lebowski, c'est fin 90 aussi, donc il était peut-être pas encore. Oui, c'est ça. C'est après qu'il a tabassé, quoi. Il fait l'assistant, mais de Lebowski. Mais pas de Jeff, Oui. pas de Jeff, mais de Jeffrey Lebowski. Ok. Donc le mec Oui, qui le prétendu... vieux, le vieux, voilà. Et en fait, c'est son assistant, effectivement, qui le suit partout. Maintenant, je le revois. Putain, ah ouais. Effectivement, on le voit donc 2 fois, tout cassé, ou 3 Oui, fois voilà, dans le film. mais il y est, quoi. Voilà. D'ailleurs, dans l'équipe, il y a aussi un cosplay de Richard Dreyfus dans Les Dents de la Mer. Je sais pas si vous l'avez capté. Lui. C'est vrai. Ah ouais, C'est hallucinant. ça m'a tué. Grave. C'est un truc de fou. Et ce gars, en fait, C'est grave, c'est le je même. connais Twister, ce mec m'a marqué. Je le trouvais génial, je sais pas pourquoi. Et en fait, aujourd'hui, on a parlé de Richard Dreyfus dans notre épisode 0, de notre amour pour ce mec-là, surtout à l'époque, Oui. des Voilà. Dents de la Mer. Et en fait, maintenant, je fais le lien que les deux sont identiques. C'est hallucinant. Vraiment, c'est fou. Identique. Et du coup, Mais j'aime beaucoup ce j'ai film. lu ça dans ton conducteur et j'ai pas remarqué quel personnage il joue. Ah putain, ouais, c'est... Bah, c'est Il fait lequel? Celui qui Et se si, fait celui- scalper. Oui, c'est- voilà, non. celui Ah, d'accord, qui se prend ok. un enjoliveur dans la tronche plus tard. Moi qui suis pas physionomiste pour un sou, on Oui, peut le oui. dire quand même, hein, Bertrand. Je n'avais pas non plus, quand j'ai eu le conducteur, j'ai pas non plus repéré. Et dès que je l'ai vu, mais je vois que ça. Enfin, c'est évident. Je me suis dit, mais évidemment. moi, ça m'a Incroyable. frappé C'est le et même. j'adore. Du coup, ça me le rend très sympathique par défaut. Donc, bon, pour pitcher un petit peu le truc, Bill et sa femme veulent récupérer les papiers du divorce que normalement Joe, donc Helen Hunt, devrait normalement avoir signé. Bill doit les récupérer pour officialiser sa nouvelle union et sa nouvelle vie. Et donc, c'est un peu le prétexte pour retrouver la vieille équipe. Tout le monde lui dit « je suis content que tu reviennes ». Et puis, en fait, il dit « je ne reviens Ils pas ». font comme dans Camelot quand il appelle tout le monde tout le temps Sire alors qu'il Oui, est plus c'est roi. ça. Alors, en fait, c'est la même. On dirait que c'est la même blague. Ouais, c'est vrai, c'est c'est pas exactement faux. ça. C'est ce trope humoristique hein, qui n'est vraiment pas drôle finalement. Voilà. Sauf dans Camelot parce que Oui, sauf dans Kaamelott, mais parce que dans Kaamelott, c'est pas supposé être une blague en fait, surtout. Il y a ça. c'est Ça vrai. accompagne les pires moments de dépression du personnage. C'est un véritable calvaire. C'est super, sire. La ferme. Non, mais sire, c'est classe. La barbe. Et m'appelez pas sire. Donc Joe a oublié de signer un papier. Oh non, c'est malheureux. Et quand Bill insiste pour qu'elle le fasse, eh bien, hop, alerte à la météo. Il se trouve que ça y est, il y a des vents forts repérés au loin, donc tout le monde se met en branle. Et Bill, comme il n'a pas récupéré les papiers, est obligé de suivre le convoi. Et c'est comme ça qu'il entre dans l'aventure et qu'il rejoint donc le truc évidemment en embarquant sa femme contre sa volonté. Enfin, pas contre sa volonté, hein, mais il lui demande pas spécialement son avis. Mais c'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'elle suive parce que sinon elle va se retrouver toute seule au milieu de l'Oklahoma et elle est clairement pas adaptée à la vie sauvage cette personne. oui, c'est Donc, clair. il vaut mieux qu'elle monte dans la voiture Il faut et qu'elle rappeler les qu'elle passe suive. le film avec une seule tenue, à savoir un vieux tailleur Ouais. très chic. Un hein, fort mais- joli tailleur. hein. D'ailleurs, Bertrand, je voudrais Oui, faire un Toi qui aimes les tailleurs chics. On allait en parler. Je voudrais faire un petit point, c'est un petit callback à l'épisode sur Die Hard. Au niveau de la coiffure de cette personne, tu t'es senti Oui. comment? T'as eu des nausées? Assez mal. Et oui, enfin, Die Hard et Contact aussi, si je me rappelle bien. C'est vrai, Matthew McConaughey aussi avait son... Matthew McConaughey et ses cheveux indépendants de sa tête. Voilà. Oui, non, mais elle m'a fait peur. Il y a un plan où elle est en train de répondre au téléphone, elle bouge un peu la tête, ses cheveux prennent vie. Et à un moment, j'ai eu peur qu'elle mange sa tête. Tu les as vus se déplacer à l'arrière-plan et t'as commencé. En plus, il y a une musique un peu angoissante à ce Ouais, moment-là. bah, tu m'étonnes, oui. Non, Et non, je me ils suis ont dit, on va sorti- aller passer dans autre chose, en fait. Sur Le film la sur le- BO, c'est le thème des cheveux. Hein. Il s'appelle vraiment comme ça le thème. C'est le hair theme. Donc, moi, j'ai flippé. Ce sont des gros nuages basse altitude, en fait. C'est terrible. Et donc, on rencontre à ce moment-là du film l'antagoniste, hein, donc, qui est incarné par un odieux personnage du nom de Jonas. Un avis sur Jonas, pêle-mêle, allez-y, faites-vous plaisir.
Bah moi, déjà cet acteur était génial. J'ai pas noté son nom, mais C'est Cary il joue- Elwes. oui, j'ai noté son nom, mais il est imprononçable. Mais c'est un mec qui ne joue que des fils de pute, mais des fils de pute un peu lisses. C'est assez rigolo. Un peu lisse, c'est ça. Alors, attention, C'est ça. je vais être du coup la police. C'est un de mes acteurs préférés de ma vie. C'est Et pas c'est vrai. pas une blague. Ah ouais J'adore cet acteur pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il a incarné Robin des Bois dans Sacré Robin des Bois. Oh, de putain, Mel c'était Brooks. lui. Oh, mais oui. Voilà. Et il a également interprété le nom de, je me souviens plus de son personnage, dans Princess Bride. Oui, d'accord, il était abonné Voilà. à ces C'est comédies. un incroyablement bon acteur. Il a aussi joué dans la saison 3 ou 4 de Stranger Things, du coup, pour les plus jeunes qui nous écoutent, donc ceux qui ont en tout cas moins de 30 ans, en tout cas, parce que ça va pas beaucoup plus bas. Et non, il a une carrière de fou. Il a joué dans Le Masque de l'araignée, qui est un super thriller des années 90 avec Morgan Freeman. Donc c'est vraiment un acteur qui a une carrière ultra complète et je suis incapable de le détester. Et d'ailleurs c'est un problème dans le film, c'est que il joue l'antagoniste. C'est clairement un gros lourdingue qui en plus pour le coup ne sert pas à grand chose. Non, vraiment. Juste Il sert à à rien, créer, il apporte amener de rien la du longueur tout. parce qu'en fait il sert à rien. Mais par contre je suis incapable de le détester parce que si je ne peux vous conseiller qu'une seule chose dans ma vie, c'est de mater d'aller Romain- voir Sacré Romain des Bois. Sacré Romain des Bois, Ouais. qui est je pense que alors déjà Mel Brooks c'est le plus grand en termes d'humour, hein, pour moi en tout cas, mais je pense que Sacré Robin des Bois il était à son prime. C'est celui-là et La folle histoire de l'espace, mais Sacré Robin des Bois encore plus parce que te trouve c'est un- absolument incroyable. Je te trouve un petit peu extrême parce que le plus grand dans l'humour, tu oublies Fabien Antoniente quand même. Pardon. Enfin, Oui, pardon. bien sûr. Bah, quand on a fait camping, Ah, je suis désolé, moi je pense à Patrick Timsit, hein, merde. Bah Merde, oui, mais bon, Timsit, tout quoi. est lié, hein, il y a un univers. Hein. Voir Bigard. Merde. C'est un légionnaire qui va dans une maison close et tout, il dit voilà, moi je voudrais une vieille très moche, c'est pour lui dessus. mais non, après, en fait, quand tu regardes un peu sa carrière, il joue dans Jour de tonnerre aussi. Il fait pareil, il fait exactement ce rôle-là. Il fait le rôle qu'il joue dans. C'est pareil, c'est un gros con. Mais Jour de tonnerre. Oui, mais est-ce que tu trouves, toi, que dans Twister, il crève l'écran? Parce que là, c'est pas. Enfin, moi, je le vois pas. Hein. Non, parce que le problème, c'est que le personnage ne sert à rien. Non, il est pas écrit, hein, il est vraiment pas écrit. C'est ça. En fait, Je pense que tu peux prendre le meilleur acteur de tous les temps, le personnage sera pas Oui, mais intéressant. c'est ça. En fait. non, Oui. non, mais c'est ça, Ah, c'est ça. ouais. Et Moi, là, sincèrement, il m'a fait penser à un personnage de South Park qu'ils ont appelé Scott the Dick. Scott le con en français. C'est un Canadien qui est très con. c'est vrai. C'est vrai. Et Thibaut, pour toi aussi, il joue dans le premier saut. Ah, c'est le gars, oui, c'est l'un des deux. Il fait ouais. un des gars qui est attaché et qui se scie la cheville. Ouais. Si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous, mais voilà. Ah bon Oui, bon, bah, si vous l'avez pas vu, Donc, vous le verrez d'accord. pas, hein, du coup. Donc pour ceux qui tiennent une tier list à jour de mes préférences, vous pouvez le mettre très très haut Voilà. dedans et me la faire parvenir, je vous la validerai. Oui. J'espère qu'un jour, il y a des gens qui feront un bingo et que les acteurs préférés de Thomas des années 80 seront dedans. Oui, c'est mort. Voilà. Ou alors celui qui gagne, mon gars, il fait tout, panier garni, la totale. Hein, parce que- Du coup, donc, en fait, Jonas, en gros, il incarne simplement comment dire, le rôle du mec qui fait ça pour la thune. C'est un ancien de l'équipe de Bill et Joe et tout ça, mais il s'est barré et en fait, lui, il s'est tourné vers les sponsors, la thune, le côté bankable, mais il capte rien à ce monde-là et c'est ce qu'on va un peu apprendre à découvrir dans le film. Donc, Ouais, c'est pas qu'il capte rien, c'est ce que dit Bill Paxton en fait, c'est qu'en gros ils ont fait leurs études ensemble et Bill Paxton il a l'instinct et l'autre il a l'argent quoi. Il a le charisme, on en va fait, dire, c'est un- le charme. voilà, c'est ça. Non, Mais non, c'est- c'est ça, en fait, c'est c'est juste parce que je pense que quand ils ont écrit le film, ils se sont dit que c'était pas possible que le méchant soit juste du vent et qu'il a fallu créer un personnage qui Oui, oui, finalement c'est clair, c'est génère clair que c'est plus ça. de vent que, Oui. que la C'est tornade ça. elle-même. Mais On le mais reconnaît voilà. direct aussi avec Oui. sa voiture noire. Parce Je me suis que fait il la a- réflexion, ouais. Les méchants, C'est ils ont ça. des voitures noires. Ils sont tous bien. Ils ont comme ça. C'est ça. Ils ont l'air très sérieux, très méchants. Avec Il y a un ouais. plan où, en fait, eux, ils sont dans un champ avec des bagnoles pourries, ils sautent dans tous les Et les sens. autres, ils sont tout droits. Et les méchants sont sur une belle route bien droite avec C'est les ça. voitures toutes bien noires. Là, et Exactement. c'est Chris vraiment Lavoie, Les là- méchants qui arrivent. les mecs, tu sens, ouais, c'est ça. Tu sens que les mecs se sont dit, on écrit des méchants. T'emmerdes Voilà. pas, on le fera à la fin, on prendra 5 minutes. J'ai laissé un post-it, là, il n'y a rien écrit dessus. Tu me griffonnes ça, c'est bon, c'est réglé.
D'ailleurs, la rencontre donne lieu à une crevaison et donc tout le monde se retrouve dans une espèce de... Alors, j'ai pas bien compris ce que c'était. Un diner, station-service, un peu tout, quoi, au milieu du désert, ça fait tout. Où personne ne paye. Hein. Personne ne paye. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, tout le monde s'y retrouve et ça, c'est beau. Même les équipes de Jonas, qui pour le moment, elle est bien. Tout le monde se retrouve là. Voilà. Et c'est là qu'on voit que Jonas travaillait donc sur une machine, donc Dorothée, qui a été conçue par Bill et Joe et que lui en a repris tous les plans, tout le concept, mais avec une patine un peu plus gros budget. Voilà, donc il est évidemment détestable. Bill est fou de rage. Il va s'en prendre à lui physiquement, etc. Bref, ça ne fait rien avancer, sinon montrer que Bill, il a des couilles et qu'il n'hésite pas à rentrer dans l'art des bâtards. Et voilà, c'est à peu près tout. On est d'accord, ça aurait pu être 2 équipes de foot, 2 équipes de pétanque, un groupe de graffeurs ou des choses comme ça. Oui, quoi. oui, c'est ça. Ça pisse dans les coins et oh là là, t'es vraiment un fils de 2 pute. équipes de pétanque, ça aurait été fait du coup c'est la version de Twister de Fabien Antoine. Ouais. On parlait tout à l'heure, ça aurait été fait avec des équipes de pétanque. Avec donc le rôle de Jonas par Franck Dubosc. Parfait. Ça s'appellera le cochonnet gris. Et c'est vraiment une histoire bouleversante. Oui, c'est bouleversant. C'est là, effectivement, comme tu le disais, tu le soulevais tout à l'heure, c'est un point important dans le film. On apprend que Bill, il a l'instinct. Et l'instinct, c'est pas rien. Vous savez que cet homme est en communion avec le vent, avec l'air. Et je crois, j'ai lu quelque part que dans certaines tribus, on l'appelle Saint Guillaume de Parlevent, figurez-vous. Vraiment, le grand apôtre du ciel en colère. C'est tout à fait sublime. Et d'ailleurs, donc bon, cette longue scène du diner se passe. Et à la fin, il finit par voir. Alors, il prend de la terre dans ses mains. Il y a un côté vraiment. Et il sublime. prend cette pause. Oui. Cette pause. Inédite au cinéma. Le mec a 2 doigts de prendre de la terre, de se faire un rail. Enfin, tu sens que le gars, il est en communion avec Gaïa à ce moment-là. Je te dis, c'est un moment merveilleux. C'est Saint-Guillaume de Parlevent, c'est lui, quoi. C'est ça. En plus, devant un fond vert de l'enfer du cul, parce qu'ils se sont dit, on fait quoi, les gars, on atteint la tempête? Non. Oh merde, pas. Ce serait bien risqué. Donc, non, tu vas me colorier tout ça. Et avec ce fameux échange, où il y a Philippe Seymour Hoffman qui va le rejoindre pendant que l'autre, il est en train de se manger de la terre. Et là, il lui dit... Ça verdit. Ça verdoie. Tout le monde en selle. Ok, patron. Ça m'a flingué. Et cette phrase est ancrée en moi. C'est tout à fait terrible. Et donc... C'est peut-être par contre la seule scène où il est calme. Oui, c'est la seule scène, je pense, où Philippe Seymour Hoffman est calme. Oui, c'est vrai. Le reste du temps, il gueule. Oui, c'est le seul moment où il fait une petite phrase. Il y a une histoire de succion aussi où il est calme. C'est dégueulasse. Ça, c'était sa première intervention quand Bill lui refile sa femme au tout début. C'est ça. Et qu'il lui parle de la zone de Oui, succion. justement, je voulais y revenir. Il y a quelque chose de tellement gênant à ce moment-là. En fait, Bill laisse sa meuf au mec le plus cringe du quartier. Non, mais de ouf. Et lui, il lui attrape la main et lui dit tiens, je vais te montrer des trucs. C'est tellement dégueulasse. C'est atroce. Il y a rien qui va. C'est totalement la scène de Wayne's World où la meuf est à côté de la caméra. Je vous fais peur? Non. Vous voulez que je le fasse? C'est totalement cette scène. C'est incroyable. Non, ce début-là, il est atroce. Mais franchement, matez-le film juste pour ça, c'est un plaisir. Et donc là, tout le monde se met en branle. La tempête arrive, on le voit. Donc il y a cette fameuse présentation d'un ciel qui est noir fluo à peu près. Et c'est là que je suis venu donc à mon constat, ma hot take, si vous me permettez l'expression. Si on regarde la mise en scène, le sound design, la façon dont la menace est présentée, c'est là que j'ai compris que Twister est un film catastrophe, certes, mais présenté sous la forme d'un film de monstre. Qu'est-ce que vous avez à dire avec ça? Est-ce que je vous ai bouché un coin avec ce constat? Alors, Émilie? pour moi, oui et non, parce que, en vérité... Non, c'était oui, je vais garder Alors oui. Oui, tu es formidable. Je peux rien dire de mieux. C'est pas moi qui l'ai dit. Ok. Pardon, vas-y. Mais évidemment que j'avais pas... Enfin, je suis très bon public, alors d'abord, je regarde et je me prends... Voilà, je suis contente et tout. Et effectivement, de toute façon, c'était... Enfin, quand tu l'as dit, c'était évident. Je l'avais revu, je l'avais repensé comme ça. Et en fait, je suppose que vous le savez aussi, mais Yann Debon venait de travailler 6 mois sur Godzilla, et qu'il n'a pas fait. Il venait de faire Speed quand même, donc Speed plus Godzilla. Donc t'as un monstre qui va vite, quoi. Oui, voilà, c'est complètement ça. Et j'ignorais qu'il avait travaillé sur un Godzilla aussi. Si, je sais pas pourquoi il a arrêté d'ailleurs, mais effectivement pendant 6 mois. Et c'est pour ça que tu parlais pour laisser la place à un grand maître. Oui, c'est ça. Au ciel. C'est ça. Voilà.
Il s'est dit non, moi il s'est dit je vais faire les nuages parce qu'au-dessus il y a le soleil. Donc, voilà, je bien sais sûr. Et pas. tu parlais de bien sûr. Mancina, tu disais qu'il a fait. C'est toi, Thomas, qui disait qu'il avait peut-être travaillé sur Godzilla. Et C'était ce moi. serait cohérent. C'est toi, Thibaut, ouais, ce serait cohérent Ouais, du coup. c'était moi. Puisque. Oui, peut-être, c'est possible. Parce que le thème ressemble à du Mancina. En fait, c'est pour ça. Note du monteur, la BO de Godzilla a été composée par David Arnold, absolument pas Marc Mancina. Merci de votre attention. Et encore une fois, pour aller dans ton sens et pour revenir à ce que je disais au début, le thème qu'il emploie quand on voit pour la première fois le Twister, c'est un thème qui ressemble beaucoup au thème dans Abyss quand on voit pour la première fois les bestioles du fond de la mer. Oui, avec des cœurs un petit peu célestes. Ouais, qui ressemble aussi un petit peu à la musique du Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles. Si vous voyez ce que je veux dire, des espèces de cœurs angéliques. Notre premier invité parrain du podcast, Mathieu, pourrait se rattacher à ça, parce que je crois qu'il aime beaucoup ce film. Bah, il a raison. Oui, non, mais paraît-il, moi je l'ai pas vu. Donc, De quoi, le Petit Dinosaure ? Ouais. Logiquement, tous les gens qui entament une thérapie vers la quarantaine, c'est parce qu'ils ont vu ce film. Souvent, c'est le début du merdier. Il est extrêmement dur. Hein. Ça ressemble pas mal à un tout le monde m'a dit Pixar ça. contemporain. C'est très triste. Ouais, mais c'est extrêmement triste. Mais du coup, en plus, la voir. boucle est bouclée parce que c'est un film qui est produit par Spielberg comme Twister. Par Amblin. Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on a moyennement évoqué ça, mais le Twister est produit par Spielberg et donc écrit par Michael Crichton. Et sa femme. Et sa femme aussi ? Ah, Il j'ignorais. a écrit avec C'était Michael Crichton. bizarrement pas crédité. C'est pas la femme de Spielberg, c'est la femme de Michael Crichton, Oui. Anne-Marie Martin. Et ils ont fait ça tous D'accord. les deux, et donc produit par Amblin Entertainment aussi. Oui, voilà. Et il y a le nom de Kathleen Kennedy aussi Tout qui à passe fait. quelque part, qui à l'époque était Madame Spielberg. Mais il me semble. par Amblin, elle Et est productrice, quoi. du Oui, coup. oui, voilà. oui, d'accord, Donc il y avait quand même la fine équipe de Grosse l'époque. famille. Ouais, non, mais c'est pour ça. Le film, c'est un agglutinement de talent. Je reprends ce que tu disais du coup, Thibaut, pour rattraper le fil. Bien sûr, merci. Alors moi-même, en fait, ça m'a frappé aussi. Parce que je l'ai vraiment regardé là pour le coup en mode analytique, parce que j'ai vu ce film environ 1000 fois, mais je l'ai essayé de regarder différemment. Pareil. Et effectivement, quand la première tornade arrive, le thème est clairement un thème de film de monstre. Oui, et à oui, partir de là, 100%. je me suis dit, ah ouais, en fait, non, clairement, c'est un film de monstre. Voilà. Et c'est d'ailleurs un reproche que j'ai un peu plus tard dans le film, c'est qu'au bout d'un moment, il utilise la tornade comme un Mais monstre. complètement. Oui, exactement. Mais littéralement. Mais je vais y revenir aussi parce et que il y a je l'ai noté voilà. pareil. Et voilà, je pense qu'il y a un endroit où on est assez d'accord là-dessus. Et effectivement, il y a une scène plus tard où du coup ça marche plus quand c'est C'est ça, c'est Jurassic Park. C'est Ouais, c'est ça, ouais, dans la exactement. façon dans la tornade s'approche, ce genre de choses. Ouais. Et je crois que c'est pour ça que j'aime autant ce film, c'est que c'est une approche différente d'un sujet. En plus, le côté catastrophe, je l'ai dit déjà, moi c'est mon truc, c'est mon dada. Côté catastrophe naturelle, encore plus. Fabien Antoniente, toujours. Voilà, on reste là-dessus. Ce sera mon fil rouge caché. Et la façon de traiter la tornade dans ce film-là, on ne cherche pas à ce qu'elle soit réaliste, on veut juste qu'elle soit effrayante, impressionnante, etc. Et pour le coup, ça marche, même encore aujourd'hui, même si les effets ont pris un peu dans la gueule. Oh, pas tant. Et je sais Ça va quand Ça même. marche. Ça va Pour un film de largement. 96. Non, c'est pour ça. Et je sais qu'à l'époque, c'était une putain de révolution, le film. Ouais, depuis au tout début du numérique, et même je pense que, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de numérique dans ce qu'on voit. Non, beaucoup. c'est surtout beaucoup pour le ciel et certains plans larges de tornade. Quand on voit tornade, genre qui détruisent les granges, ce genre de choses. voilà. Après, je pensais, alors attention, je ne minimise rien du tout. Je pense que c'est plus facile d'animer une grange qui explose qu'un humain qui bouge. Oui. Mais ça reste pour 96 vraiment ouf. Après, ceci dit, tu regardes en 92, il y avait Terminator 2. Je pense Oui, que, bah là, c'était un jalon. Quand tu mets, Cameron a toujours 10 ans d'avance sur tout le monde. Hein. mais même Abyss, au final, quand tu regardes Abyss, Bah. déjà, il y a quand même des scènes qui sont absolument folles. Oui, c'est vrai. C'est Abyss, quoi. Abyss, c'est un chef-d'œuvre. On l'a injustement pas cité dans l'épisode 0 là, de nos films les plus importants, mais il a sa place. C'est terrible. Je pense. Ouais. Du coup, là, on suit toute l'équipe qui se met à la pourchasse, à la chasse à la tornade. Et première confrontation. Bill et Joe se lancent à corps perdu dans l'aventure. Ils sont fous. Ce sont de véritables petites fripouilles, ces enfants-là. Et ils finissent donc par se jeter. Je te demanderai d'être un poil moins vulgaire. Oui, excusez-moi, mais je lâche les chevaux, là, vous voyez. Je suis Furibard. Et donc, ils finissent par se retrouver, en gros, sous un pont. Ils vont se planquer sous un pont parce qu'ils n'arrivent pas à freiner dans leur truc. Ils sont mis dans un caniveau, ils n'arrivent pas à freiner. Donc, ils vont rentrer dans le pilet d'un micro-pont. Il est tout petit. Il est tout petit. Il y a un tracteur juste à côté.
ils se planquent en dessous, ils s'accrochent vaguement à un poteau, mais alors franchement, ils mettent pas toute leur force. Et c'est là mais que. elle, pas du tout en plus, hein, parce Non, que du coup, elle, même pas, elle se est lâche, sexuellement attirée par la tornade. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle avance à quatre pattes vers le truc, et du coup, lui, il la retient, mais genre par la ceinture. Oui, genre il met son doigt sur son front pour dire non. Voilà. C'est terrible, c'est absolument terrible. Et c'est donc là que j'ai constaté qu'effectivement, un peu, ça relève un peu le côté monstre, la tornade. Donc, et ça, retenez-le bien, c'est une tornade à RPM, d'accord ? Règle physique modulable. Ok ? Voilà. Donc, parce que on le note. Voilà, vous le notez tous bien dans un coin de votre tête parce que ça va revenir, croyez-moi. En gros, la tornade est sur eux, globalement. Elle fait se soulever un tracteur. Elle fait s'arracher les planches qui constituent le pont. Et eux ont un peu les cheveux qui bougent. Alors qu'ils sont juste sous les planches. Hein. Ils sont un peu sales et un peu beaux après. Mais pas longtemps. Pas longtemps, c'est vrai. Oui, très rapide. Parce qu'en fait, il prend une serviette, il se tamponne les joues et il est bien coiffé. En fait, ah oui, non, mais complètement. C'est une scène de Mel Brooks. On y revient. Mel Brooks a fait cette scène, hein, où c'est à la Frank Drebin. Vous l'avez vu c'est dans Y a-t-il un flic pour c'est le président, où il sort des égouts, il se passe juste les mains sur les cheveux et il est propre. Hein. C'est exactement ça. Ouais, 1617 avait repris ça aussi. Exactement. La tornade, donc, ils sont donc sous ce pont. Elle arrache en même temps une grange. Elle soulève un 4x4, elle envoie péter le 4x4 à l'autre bout de la map et elle soulève un tracteur. Et par contre, le pont, mon gars, c'est le petit pont de bois d'Yves Duteil, il ne bronche pas. Ça soulève un clou, il y a un clou qui part. C'est ça. Mais c'est tout. Mais c'est un pont d'une époque où on savait faire les choses. Ouais, probablement. Je pense que ça prouve le savoir-faire américain. Et ça prouve surtout. Voilà, c'est cette Amérique-là que voulait ramener Trump. Et ça prouve surtout qu'on aime ce film quoi qu'il arrive. Exactement. Non, c'est ça. C'est ça. On prend quoi qu'il en soit, quoi, parce qu'ils nous disent pas mal de conneries quand même dans tout le film. Oh, on est attaché aux détails. Voilà. Mais on aime. Mais bien sûr qu'on aime. En fait, on a compris qu'on n'allait pas voir un documentaire, quoi. C'est clairement, on est sur autre chose. Et pourquoi pas ? Moi, j'achète. À partir du moment où tu sais que c'est con, si tu décides d'y aller, c'est bon. En 96, t'allais au cinéma, tu savais que t'allais voir ce film-là, en fait. Non, mais voilà, c'est ça. C'était pas. Tu rigoles, attends, en 96, j'ai fait la liste de ce qu'il y avait en 96, en 95. Une des années incroyable. les plus terribles. Il y avait Armageddon, il y avait tout ça. Il y avait. Fargo, Trainspotting, Jerry Maguire, Une nuit en enfer, Sleepers. En 95, il y avait Seven, bref, Art Usual Suspect, Pulp Fiction. Deadman, Casino, Copycat, Waterworld. J'en ai vu aucun. Sur un article, j'avais écrit, je crois que l'année la plus folle, c'était 97, où il y a que des films, il y a eu et puis genre c'était le même été, t'en avais 12 au cinéma, quoi. C'est un truc de fou. Alors que là, en ce moment, entre ça et Final Fantasy VII ça. qui sortait, j'aime autant te dire que c'était la plus belle année de ma vie. Ah bah là. Ça me permet de faire une petite parenthèse, puisqu'on n'en a pas fait beaucoup depuis le début. C'est que, en fait, c'est vraiment une époque incroyable où on pouvait se dire, tiens, on va faire un film sur des tornades. Parce que c'est quelque chose qu'on se permet plus trop, en fait, parce que ça devient des risques industriels beaucoup trop Alors, importants. si je puis me permettre, il y a une tentative qui est odieuse. Comment ça s'appelait ? Black Storm, je crois, un truc comme ça ? Un Geostorm ? Non, ça c'était. Parce que autre chose. Geostorm, je sais que t'aimes bien. Non, Geostorm. Enfin, Il y a Black Storm. même au second degré, j'ai du mal, Il y a Geostorm. Black Mais il est très con. Mais Black Storm était sorti, c'était un found footage avec l'actrice dont j'ai oublié le nom, j'en suis navré, qui jouait Laurie dans The Walking Dead, donc la femme de Rick. Gérard Lanvin. Voilà, c'est ça. Et donc c'était avec Gérard Lanvin et je crois que c'est à peu près tout. Et c'était des chasseurs de tornades en found footage. Tout est con. Tout est nul. C'était une horreur ce film. Meilleur pitch. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé. Ah ouais, là. Ouais. Non, c'est un calvaire. Je me rappelle c'était à l'époque où j'avais sorti 3 chroniques sur Sens Critique et j'avais fait ce film-là. C'était odieux. Odieux est le mot. Ouais. Et je crois que c'était un film de peut-être 2012 ou un truc comme ça. C'était une horreur. Le film en question, sorti en 2014, s'appelle Into the Storm avec Sarah Wenkowies. Ouais, et puis c'était au moment de cette hype là du found footage où ils se sont mis à faire du found. Je pense même qu'il faudrait chercher, mais Antoniente, puisqu'on en parlait, il a dû faire un camping en found footage ou un truc comme ça, tu sais. Je suis sûr et certain que c'est bizarre qu'il l'ait pas fait, dans blague à part, qu'ils aient pas fait une comédie pourrie en found footage. Je crois qu'il y a eu un film qui s'appelle The Course, qui est un found footage sur des gens qui font des courses. Dans un monde où la fin de la semaine est là et où il faut aller acheter à manger, ils sont perdus dans le supermarché. Putain, mais il est où le rayon biscuits salés ? J'en ai aucune idée. Les miel pops ne sont pas au bon rayon. Je n'en peux plus, je ne les trouverai jamais. Les produits d'hygiène sont hors de prix. John, regarde le prix. Oh mon Dieu. Ils ont erré pendant des semaines dans le Super U de Bagnères de Bigorre. Cette vidéo retrouvée est leur dernier témoignage.
The Course, sortie prévue le 17 juillet 2024. The Courses. Non, si, remarque, si je dis ça, mais il y a eu Projet X à l'époque. Ah oui, qui c'était était un fan footage qui avait fait du bruit. Il y avait eu la version française, ils avaient fait. C'était Babysitter ou Babysitting de la bande à Fifi. Là. Ah, c'était ça. C'est comme ça que c'était fait connaître. Qui était pareil, un truc à la fan footage. Ouais. Bon, écoute. Mais après, non, c'est vrai qu'il y a eu une période comme ça. Bon, il y a eu 2-3 trucs réussis au milieu, mais qu'il y a eu quand même beaucoup de grosses daubes. Une petite pensée pour Blair Witch quand même, le projet Blair Witch, que j'embrasse de toutes mes forces. Moi, j'ai adoré le projet. Ah non, mais c'est une merveille. C'est une absolue merveille. Attention, Vous êtes sérieux ? entendons-nous bien. Ok. On est sérieux là. Là, on est sérieux. Là, c'est le moment où on est sérieux. Non, ok. T'aimes pas le projet ? Attends, vas-y, non, moi je voudrais avoir ton avis. T'aimes pas le projet Blair Witch ? Bah, sincèrement, Parce que moi, je suis pas très fan. Moi, je trouvais pas trouvé ça fascinant. Donc j'étais allé le voir au cinéma et franchement c'était boss. Donc du coup l'été de sa sortie, dans une salle bondée et la salle était morte de rire. Mais vraiment, j'ai rarement vu ça au cinéma. C'est horrible. Voilà. On peut pas faire ça à un film. D'accord. Bah, mais du coup, tu étais de ceux-là, tu as ri ? Ah oui, j'ai ri comme un fou, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, ouais. Mais bon, après tout dépend du cadre dans lequel on l'a vu. Oui, c'est là, ça. je pense que j'étais pas dans le bon cadre. C'était dans les bonnes conditions et on toi, tu étais retenu en Afghanistan à l'époque quand tu l'as vu. Ils n'ont montré que ça aux otages. Et au final, c'est comme ça qu'est née un peu la passion du cinéma, hein, je dirais. Du cinoche à la péloche. Pas du tout pour fuir la réalité, du coup, non. J'y suis encore en fait, hein, vraiment, je préfère vous le dire maintenant. Tant pis s'il me flingue, écoutez, c'est fini. Je retournerai pas au trou, vous entendez ? Voilà, ça c'est clair. Qu'ils viennent me chercher. Non, mais je finis l'épisode, merci. Oui, merci. Bon, on enchaîne, il y a donc une nouvelle tornade. Donc Bill se fait racketter son pick-up. Hein, et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Je crois que c'est là qu'il refourque sa femme encore à Dusty, il me semble. Ou alors il change de gars à chaque fois, non ? Il me semble qu'à chaque fois, elle va avec quelqu'un de différent, non ? Non, il n'y a pas la place, il retourne avec lui. Ouais. D'accord. Dans le van, en fait, lui, il a un camping-car en fait qu'il appelle le Barn Burner. J'adore, vraiment, tout est horrible. Et c'est ça qui est rigolo aussi sur ce camping-car. La remarque que je me suis fait, c'est il y a très souvent dans les films américains cette espèce de quand t'as une colonne de bagnole, t'as souvent ce camping-car. Tu le retrouves dans. C'est vrai. Bah, on parlait de Walking Dead tout à l'heure, tu le retrouves dans Mars Attack, quand t'as des gens qui se regroupent et qui arrivent en colonne de bagnole, t'as toujours ce camping-car pourri, mais qui est un excellent 4x4, hein, parce que le camping-car, il est ouf, hein, il peut tout faire. Alors il a beau se basculer dans tous les sens, il tient. Voilà, en plus c'est ça, c'est qu'il est désolidarisé de la cabine, du coup le 4x4 va dans un sens et la cabine va dans l'autre et tout tient, c'est absolument incroyable. C'est ça, en plus il doit avoir du matos de pointe à l'intérieur. Hein. Oui. Et encore une fois, le génial américaine. Hein. Bah voilà, non mais c'est ça. C'est ça qu'ils mettent en avant. Il y a une nouvelle tornade. Attention, alerte à la nouvelle tornade. C'est une F3. Alors là, on va passer un petit peu sur les détails. Parce qu'on va crescendo, hein. Oui. Là, juste avant, on avait, je pense, une F2. Là, on est sur une F3. On va comprendre ce que c'est que l'échelle de Fujita. Donc un petit peu plus tard. C'est une cuisine et 2 chambres. Voilà, c'est ça. C'est une tornade avec cuisine et chambre. Cuisine tout équipée, par contre. Hein. Oui, cuisine américaine, du coup, de l'Oklahoma. Bien sûr. Le savoir-faire. Donc voilà, donc une F3, on va passer assez rapidement sur celle-là. C'est une espèce pareille de monstre qui devient une trompe d'eau quand ça passe au-dessus des temps qui sont au bord de la route. Encore une fois, les gars, ils essaient vraiment d'aller au centre du centre. Et non, j'ai dit une connerie, la femme est toujours avec eux, puisque c'est là qu'elle va gueuler en continu, bien entendu, et que ça va être intolérable. Donc c'est une F3, je préfère le préciser, une tornade donc légèrement plus puissante que la précédente. On se rappelle ce qu'a fait la précédente en termes de dégâts. Là, elle se divise en plusieurs pour se réunir au-dessus d'eux. Ils sont pris au milieu du truc. Et donc, cette tornade qui a soulevé un tracteur, des lattes de pont, un pick-up, ne fait que faire tourner le pick-up. Faire le tour. Voilà. Et ils font des 3-6 au milieu de la route et tout va bien. Et ils sortent, ils sont trop contents. Des bébés à qui on a offert un nouveau jouet. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe dans ce film, au juste ? Alors moi, ça m'amène à une question que je voulais vous poser. Ah, pitié, oui. Donc c'est quand même la deuxième tornade. Alors troisième si on compte celle du début avec le papa qui voilà, et puis on la voit pas vraiment. La F5, c'était une F5. Oui, tout à fait. Et donc ça m'a amené à cette question. Donc c'est visiblement des chasseurs de tornades émérites, extrêmement réputés dans leur domaine. C'est la deuxième tornade qu'ils rencontrent. Et ça m'a amené à cette question, sont-ce d'extrêmement mauvais chasseurs de tornades
ou est-ce qu'ils ont un fétiche hyper chelou avec les tornades parce que dès qu'ils en rencontrent une, ils se la prennent dans la gueule. Ouais, clairement. C'est quand même pas de bol. C'est leur manière de le Alors, chasser parce qu'ils arrivent à les lire, ils arrivent à capter comment elles fonctionnent grâce à Saint-Guillaume de Parlevent. Et du coup, je veux vraiment l'instaurer celui-là, je vous préviens. Je fais le forcing. Et du coup, ils cherchent à être en plein milieu parce que je rappelle qu'ils ont Dorothée sur le cul. Donc on n'a pas expliqué le fonctionnement. C'est une espèce de mini frigo avec un couvercle qui peut se détacher et qui est bardé de tout petits capteurs, des petites boules en aluminium extrêmement légères. Rappelez-vous de ça, c'est très léger, et qui sont supposés s'envoler dans la tornade pour permettre de collecter des données au cœur du truc, comprendre mieux comment ça fonctionne et pouvoir améliorer les systèmes d'alerte, etc., etc. Et les prédire, ouais. Voilà, exactement. Et donc, du coup, je pense que ça a un lien avec le fait qu'ils aillent en plein milieu de l'action, même si là, dans celui-là, enfin, pour cette tornade, ils vont en plein milieu, mais à aucun moment, ils cherchent à activer la machine. Donc, merde, j'ai pas de réponse à cette question. Voilà. Donc, ils ont juste un fétiche un peu chelou. Voilà. Pour moi, c'est ma théorie. Bah, c'est deux casse-coups dans une voiture. C'est ça, en plus, la logique de cette scène où tu les vois aller tout droit sur cette espèce de digue, hein, on sait même pas trop ce que c'est. Mais où vont-ils ? Parce qu'à aucun moment, en plus, il lui dit va derrière, active. Parce qu'ils le font à plusieurs reprises dans le film. Voilà, d'aller activer Dorothée derrière. Mais là, très cool, d'ailleurs. Non, là, je pense que le mec, il dit vas-y, je fonce dedans, on va se faire éclater, on va se parer. Mets-toi à poil, Sylvie, t'en c'est génial. Moi, je vois que ça. Je pense que la scène est coupée, mais je vois qu'un truc comme ça. C'était une partie qui a justement été réalisée par Antoniente. Avec en plus le même système de distance qu'à la fin de Fast and Furious, le 47 je crois, où clairement il roule sur une route qui doit faire 250 mètres pendant 6 minutes à 130 km/h. C'est pas logique. C'est pas logique. Parce qu'ils font beaucoup de zigzags. Je crois qu'il n'y a pas grand chose de logique, c'est clair. On n'est pas dans la logique. Non. Et alors du coup la scène est très con. Mais je trouve la mise en scène hyper cool. C'est-à-dire qu'il y a tout un truc de build-up on arrive face à une nouvelle tornade qui va nous présenter de nouvelles particularités, en fait, de nouvelles fonctions, on va dire. Et il y a tout un build-up, il y a tout un truc comme ça, il y a une intensité dans l'action qui est hyper bien rendue, encore une fois, c'est face à face avec le monstre. Et chaque apparition est précieuse, en fait, dans le film. Il y a vraiment ce côté-là où, en tant que spectateur, t'es tout le temps récompensé d'avoir attendu la tornade comme eux. Et d'être fadé, leurs discussions et compagnie. Parce que c'est pas un cadeau. Et donc voilà, j'ai trouvé la mise en scène assez cool et c'est clairement ce genre de scènes qui font que je retourne vers le film régulièrement. C'est ce que j'allais dire, c'est parce qu'il n'y a pas un grand scénario. Non. Globalement, quand même, ils ont d'ailleurs été sélectionnés au Razzie. Oui, non, mais c'est normal, le scénar, il est infect, on l'a déjà dit. Pour le scénar, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas non plus des grands personnages, c'est fort quand même. Il n'y a pas une grande histoire, il n'y a pas de grands personnages, etc. Mais on est attaché à tout le monde quand même, enfin en tout cas à Joe et Bill, c'est sûr. Oui, et on a envie de connaître la suite, on est pris dedans. Donc c'est fort. Ouais, non, mais c'est ça, parce que la tempête. Oui, c'est ça. Mais parce qu'en fait, on est. C'est beau ce que tu viens de faire. Je viens de fact-checker. Je ne vois pas de nomination au Razzie. Je ne dis pas que c'est pas le cas, mais en tout cas, je n'en vois pas. Il en a eu un aux Oscars et au Razzie pour le scénario. Pour le pire scénario. 2 nominations aux Oscars. Meilleur effet spéciaux et meilleur son. Ouais, et nomination au prix du meilleur film d'aventure, meilleur acteur pour Bill Paxton, meilleure actrice pour Helen Hunt, meilleurs effets spéciaux lors de l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur en 97. Je ne sais absolument pas ce que c'est que ça. Non, moi non plus, mais je trouve ça très cool. Voilà. Et plutôt mérité, parce que c'est vrai que dans leur jeu, surtout Helen Hunt, il y a beaucoup de vie au final. Le personnage n'est pas captivant, même en tant que personnage féminin fort, comme on en faisait pas mal à l'époque. Je trouve pas qu'elle soit dans le haut du panier. Non, après, elle le perd au bout de 10 minutes en fait. Sur la perception d'un personnage féminin fort comme ça. Mais tu l'aimes quand même. Mais ouais, non, mais tu l'as vécu comment toi ce personnage-là malgré tout? Non, c'est ça, c'est que je trouve ça fort parce que aucun personnage n'est bien travaillé, mais quand même tu t'attaches. Alors je sais pas à quoi c'est dû, c'est l'ensemble quoi, c'est un tout. C'est que je trouve c'est bien. Du coup, c'est bien fait malgré tout. Puisqu'on on a tous aimé. Enfin, je connais pas grand monde qui a pas aimé Twister. Hein. Non, c'est sûr. J'en connais, mais c'est des gens que ce genre de cinéma n'intéresse pas de base, et je le comprends. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. C'est vrai. Mais je trouve qu'en fait, Helen Hunt, elle met énormément de vie dans son jeu par tout un tas de petites mimiques, et c'est d'ailleurs vachement bien relevé par le doublage VF. Parce que il y a plein de petits trucs dans sa manière de parler, dans ses mimiques de visage, les pauses qu'elle fait, les réactions, les micro-réactions qu'elle peut avoir à des répliques
de ses partenaires. Je trouve ça hyper cool et c'est ce qui fait, je pense, une grande partie du charme du personnage, voire des personnages, parce que c'est pas la seule à avoir cette espèce de naturel dans l'interprétation. Ils ont fait des gros efforts pour que tout paraisse naturel. Hein. Ils ont vraiment mis à l'épreuve, etc. Donc, Non, c'est assez fort. On a une petite étape après chez la tante Meg. Hein, donc, on était à 2 doigts d'avoir Peter Parker qui se joignait au repas. Donc la tante Meg, c'est un personnage de vieille dame à moitié hippie. C'est la grand-mère de tous les films américains aussi. Oui, c'est ça. Quand même. C'est ça. Et la grand-mère universelle. Je dois dire que j'aime beaucoup cette scène pour la bouffe. Et bien justement, ce que tu viens de dire, Thibaut, quand ils appellent à aller à cette scène, il y a quelques temps maintenant, on a partagé une vidéo de Pierre Ninet qui parlait de son amour des trucs. Et je me suis fait la réflexion où en fait, donc Pierre Ninet explique avec le putain de merde, avec le fuck, donc avec ce il fait fuck avec la bouche. Et en fait, ils appuient énormément sur de la bouffe. La bouffe. Et en fait, il dit juste food. Et en fait, je me dis, je pense que si Pierre Ninet nous écoute, ce n'est clairement pas le cas, je lui conseille fortement de regarder cette scène parce que je pense que ça peut être sa prochaine, son prochain réel Instagram. C'est vraiment exactement ce qu'il décrit dans cette vidéo. Exactement, on est à fond là-dedans et ça m'a marqué, je me suis fait un peu la même réflexion d'ailleurs. Et allez voir ce reel de Pierre Ninet parce qu'il est incroyablement fort. Il en a fait 2 ou 3 des comme ça. Ouais. Et il le fait vraiment bien. C'est une de ses passions et il est fascinant. Ouais. Oui, on pourra le repartager. On le repartagera. Donc du coup, ils arrivent donc chez cette vieille tante qui vit à Wakita, ça s'appelle ? Je crois, hein, c'est ça, le petit bled de Wakita. Donc là, voilà, c'est la scène où on baisse le rythme, on en apprend un peu plus sur les personnages. C'est un classique, hein, on est sur oui, on en apprend vaguement. On apprend en gros que Bill Paxton était fou. C'est un gros con un peu taré qui courait vers les tornades à poil et complètement bourré. Voilà, et qu'on l'appelait l'extrême. Voilà, c'était une imitation. Tu le fais très bien. Ouais, j'étais Philippe Seymour Hoffman dans une autre vie. C'est vrai, ça. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'extrême ? J'aurais aimé savoir pourquoi vous appelez Bill l'extrême. Parce que Billy est l'extrême. Voilà, ça c'est encore une fois du Philippe Seymour Hoffman. Une excellente réplique, très bien écrite. Oui. Et on fait un petit point un peu sur qu'est-ce que c'est que les tornades. C'est là qu'on apprend donc l'échelle de Fujita, je crois, qui classe les tornades en 5 catégories, donc de la F1 la plus petite, tout à fait inoffensive, à la F5 qui est un monstre géant qu'on ne voit pratiquement jamais. Donc voilà, là on est pareil dans ce truc-là. On comprend que c'est la tornade du tout début qui fait s'envoler les papas et qui laisse le reste de la famille tranquille. Oui, Thomas ? Au tout début du film, on apprend donc que ça se passe en 1969 en fait, où c'est dans une scène un peu plus tard. Et en fait, ça crée un énorme anachronisme parce que en gros, à la météo du tout début, quand le père meurt, on apprend que ça se passe donc c'est une F5, sauf que en 69, l'échelle de Fujita n'existait pas encore. Voilà, d'accord. Parce qu'elle a été créée en 1971. Voilà. Il y avait une incohérence dans ce film. C'est la seule incohérence, sachez-le. C'est dommage, hein. Ils étaient passés de ça. Et c'est là qu'on a... Ouais, à ça. On a un truc qui m'a toujours marqué, et c'est là que Richard Dreyfus, que le cosplay de Richard Dreyfus et fait son Richard Dreyfus, c'est qu'en gros, il y a toujours donc la gogole de service, la femme de Bill, Melissa, d'ailleurs on va la nommer quand même, elle a un nom. Oui, quand même, Elle s'appelle pas Karen. Elle a fait plein de films, la pauvre. Hein. Non, mais attention, moi en fait le truc c'est que je n'ai rien contre l'actrice. Je n'ai rien contre son interprétation, c'est juste que le personnage, il est nul à chier. Odieusement écrit, il est affreux. Ah oui, parce qu'il sert à rien. En fait, il serait arrivé au début du film en disant je veux les papiers, ils auraient parlé de la nana, mais elle aurait pas été là. Je pense pas que ça aurait servi ou desservi plus sa carrière. C'est un gâchis ce personnage, vraiment. Et ça aurait pu être nettement mieux. Mais bref, elle pose toutes les questions pendant le repas. Donc pourquoi est-ce que vous appelez Bill l'extrême ? Et mais c'est quoi une F5 ? Quelqu'un en a déjà vu ? Et comment on fait ? C'est quoi cette bouteille de lait ? Et donc on lui dit oui que quelqu'un l'a déjà vu, et c'est là qu'il y a un plan vers Joe, donc on comprend que c'était elle et que c'était ça qui s'est passé au début. C'est tellement Plan de gêne. Et... Est-ce qu'il y a des F5 ? À quoi ça ressemblerait ? Enfin oui, c'est ça, tout le monde est très gêné, on ne parle pas de la F5, c'est tabou. C'est ça. Et il y a ce fameux truc de mais ça ressemble à quoi une F5 ? Et là donc t'as Richard Dreyfus qui met un blanc et qui dit Au doigt de Dieu. Oh là là.
Et c'est tellement, je trouve que ça lui va trop bien à ce personnage. Moi, j'adore cette réplique. Avec un léger tremblotement dans la voix. Le doigt. Non, mais c'est ça. C'est ça. Au doigt de Dieu. On parle de la bouffe vite fait dans cette. Alors, nous, dans juste après, on a mangé truc. un steak et des œufs, hein, direct. Et c'est vrai. Ouais, On est d'accord, voilà, c'est ça. En fait, il y a une seule équivalence. En fait, c'est l'équivalence en live action de la bouffe chez Miyazaki, en fait, cette scène. C'est incroyable. Dragon Ball Z aussi. Aussi, oui, c'est ça. C'est incroyable. Ouais. Mais par contre, faut qu'on m'explique pourquoi il y a un énorme saladier de 800 litres pour la sauce quand même. Il y a plus de sauce que de. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce qu'elle a l'air très bonne cette sauce. Parce que je pense qu'en fait, ils mettent la citronnade sur la viande et après ils boivent de la sauce. C'est la seule cohérence. Mais par contre, vu la quantité qu'il fout dans l'assiette donc de Mélissa, Philippe Seymour Hoffman, tu te dis qu'il doit falloir la dose parce que visiblement c'est 18 cuillères par personne minimum. Oui, voilà. Et elle, c'est parce qu'elle mange pas beaucoup. Hein. Elle a pris un gros petit déj, donc elle était un peu ballonnée. Ouais. Après les Weetabix, elle est dégueulasse. Ah, j'adore ce qui vient de se passer, bordel. Alerte. Nouvelle tornade. Aïe, aïe, aïe. Enfin, on avait complètement oublié qu'il y avait des tornades dans ce film. Mais c'est vrai, dis donc. On est là, on ressasse, on s'amuse bien. Tout le monde se douche, c'est terrible. Et donc, cette fois-ci, c'est là qu'on refourgue Mélissa, donc la femme de Bill, à Dusty. Toujours une excellente idée. Voilà, on s'emmerde même plus à l'intégrer dans l'histoire. Hein. Tiens, tu vas aller avec l'autre débile au profond là-bas parce que c'est bon, comme ça, on sait où t'es, tout va bien. Voilà. Il y a une petite scène d'ambiguïté où Bill équipe Joe, vous savez, avec son petit matériel audio pendant qu'elle conduit. Bon voilà, c'est encore une fois amené avec un fusil à pompe. Et c'est absolument terrible. Voilà, il lui met en gros autour de la taille un petit appareil et puis il doit l'équiper pas loin des seins. Oups, pardon, je t'ai presque touché. Embrasse-moi, non pas maintenant. Tu vois bien que les caméras filment. Donc c'est un petit peu gênant et un poil trop long. Mais en gros, voilà, on retourne vers une nouvelle tornade et cette fois-ci, là, on est dans une nouvelle étape du film de monstre qui est, en gros, une espèce de jeu du cache-cache, du chat et de la souris. Ils arrivent dans une zone. Là, pour le coup, cette scène, je la trouve trop bien. Je la trouve excellente. Ils arrivent dans une zone où il fait vraiment noir. Là, le ciel, pour le coup, est apocalyptique. Une route au milieu de la forêt, enfin, en tout cas, bordée d'arbres. Et tout le monde est supposé... Enfin, en gros, on sait que la tornade est là, mais personne ne la voit. Et il y a ce truc de... C'est du Alien, presque. Voilà, on sait qu'elle est là. On l'a sur nos capteurs, mais on ne la voit pas apparaître. Et en fait, tu la vois descendre d'un coup. Et puis elle remonte. Encore une fois, une superbe phrase. C'est une sauteuse. C'est vrai. Voilà, vrai donc là, on est sur un monstre qui saute. Voilà, c'est Godzilla qui saute au-dessus des buildings. C'est tout à fait terrible. Mais parce que du coup, ils ne reproduisent pas ça dans le film. Alors ça aurait pu être original de dire oui, en fait, il y en a qui ont ce genre de caractéristiques, machin. Ça aurait pu être drôle, mais non, juste celle-là, en fait, apparemment, c'est la seule caractéristique qui existe. C'est-à-dire toutes les tornades sont pareilles, sauf les sauteuses, donc qui apparemment. Oui, voilà. Il y en a qui se divisent en 3, il y en a qui sautent. Enfin, elles ont toutes des caractéristiques différentes. C'est un peu des boss de jeux vidéo, quoi. Complètement, ouais. Et en fait, la solution, c'est toujours de foncer dedans en voiture, hein, manifestement. C'est différents monstres, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper intéressant, je trouve, en termes de mise en scène. Et la scène est vachement cool. Il y a une vraie montée en tension. Il y a une pluie battante. Il y a des grêlons énormes qui arrivent. Et là, pour le coup, Bill va à l'arrière de la voiture pour armer Dorothée pendant qu'il s'approche de la zone de jonction avec la tornade. Il veut s'en approcher au plus près. Le plan, c'est ça. Il veut s'en approcher au plus près, armer Dorothée, la foutre au milieu de la route et décarrer avant que la tornade soit sur eux. Et voir Dorothée donc s'envoler et capter les données. Donc le reste de l'équipe les attend un peu plus bas sur la route et donc Bill se galère à essayer d'activer tous les éléments de la machine. Il y a plein de trucs à allumer, etc. Dans une scène vraiment cool de tension, c'est la galère, il pleut vraiment de ouf. Il y a des arbres qui volent sur la route, il y a un bateau qui vole également. Mais Bill, ça va. Encore une fois, il a la chemise. Rappelez-vous les tornades à RPM, on ne le dira jamais assez. Bordel. Par contre, franchement, pourquoi ils ont mis autant d'interrupteurs sur Dorothée ? Clairement, il y a 2500 trucs à enclencher. Voilà. C'est terrible. Il faut allumer l'allumage, les néons, le préchauffage. Ouais. C'est les années 90, hein, je te rappelle. Il faut qu'ils enclenchent l'autoradio. Parce que... Ils cherchent la bonne fréquence. C'est vrai que... le désembuage, parce que quand même, vu le temps qu'il fait, tu sais très bien que ça va être invivable. Non, c'est beaucoup de précautions. Ouais, non, je sais pas. C'est clairement...
c'est clairement des éléments qui servent à rallonger la scène, à rendre l'enjeu de plus en plus dramatique et pressant. Et qui amène à avoir donc Bill, qui s'appelle pas Bill en plus d'ailleurs dans le film. Dans le film, il s'appelle Bill. C'est Mélissa l'appelle Billy. Mais Oui, c'est ça. Au début, moi, je voulais écrire Bill parce que c'est Bill Paxton. Et en fait, en regardant le film, c'est là. Ah, mais ils m'ont niqué, c'est con, il s'appelle vraiment Bill. Putain, ils ont ruiné la blague, ils avaient prévu le coup. Putain. Et ouais, donc ça amène donc Bill à avoir cette fameuse coupure à la tempe que tous les acteurs des années 90 ont dans leur film du moment qu'il y a un peu d'action, mais de complètement con. Parce qu'en fait, il est derrière et en fait, elle lui dit c'est bon là, attends, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Et juste en fait, elle pile, il se prend le truc dans la gueule. Ouais, non, c'est vraiment elle qui lui fait. Attends, mais t'as l'air intact là, non? Voilà, là, c'est les années 80. Attends, je vais te tirer une balle dans l'épaule aussi. Mais t'inquiète, tu sentiras rien. Ça va saigner, tu vas grimacer, mais tu sentiras rien, ça t'empêchera absolument pas de faire tout le reste. Et donc là, ils essaient de sortir Dorothée de la voiture, ça ne marche pas, elle s'effondre au milieu de la route, et il y a Joe qui essaie de se raccrocher à son rêve et de ramasser toutes les petites bouboules qui sont tombées par terre. Et sauf que c'est sans espoir, il y a des arbres qui volent sur la route, ils sont tous en danger. C'est là qu'il y a un camion citerne ? Non, c'est plus tard. Non, c'est bien plus tard. Dans la dernière, le camion citerne ou l'avant-dernière. Il y a le boss final, bien sûr. Oh d'ailleurs, tiens, petite anecdote, je vais me permettre de me faire un petit peu de pub. Je suis mondialement célèbre sur Instagram par 600 personnes pour avoir fait un jeu qui s'appelle Cinebad Pitch, où je fais deviner des films avec des différents mauvais pitch qui sont de formes diverses. Et à un moment, j'ai fait Twister et mon pitch, c'était une vache, une autre vache et je sais plus quoi. Et je crois que c'était la même, un truc comme ça. Et pas mal de gens ont trouvé. Voilà, exactement. C'est cette réplique précise. Donc, abonnez-vous à Cinebad Pitch sur Instagram. Le jeu s'est probablement arrêté à vie, mais c'est pas grave, il y a encore plein de choses à faire, c'est très bien. Et là se noue un drama gigantesque entre Bill et Joe. On comprend que Bill, il a l'air d'être un peu encore in love. Genre, regarde ce que t'as sous les yeux, moi. Encore une fois, des dialogues très inspirés à la louche. C'est tout à fait absurde. Alors, moi j'ai noté, ça n'a choqué personne, la distance. Oui. Ils sont tout le temps en train de hurler dans leur CV. Oui. Hein. Non, mais de ouf. Et là, ils sont à, 20 mètres, 15 mètres peut-être du pick-up. Et à un moment, en fait, ils gueulent. Donc à la limite, ok, en gueulant, t'entends un petit quelque chose. Et en plus, il faut appuyer sur le bouton normalement. Oui, mais là, on est en Dolby Surround digital. Voilà. Et en fait, à un moment, il lui dit, mais quoi ? Mais pas plus fort que ça. Et l'autre, elle l'entend, mais parfait, alors qu'elle n'est elle-même pas dans la voiture. Non, c'est ça. Donc là, tu sens que c'est vraiment les mecs, putain, il faut qu'elle entende ça. Comment on pourrait faire ? T'en fous. Oh là là. Tu te prends la tête. Ils ont mis le son à fond. Donne-le au mec qui a écrit les méchants. C'est ça. Il a trouvé une solution. Ce mec est un génie. C'est ça en plus. Parce qu'à ce moment-là, en plus, il pleut de ouf. Alors si tu suis une logique, parce qu'ils ont le gain normalement à 1030 à peu près. Ouais. Et si tu mets même la pluie qui tombe, ça fait du bruit. Mais surtout quand c'est de la grêle. De voir les oreilles qui saignent, être dans un état lamentable. Et là, ça aurait pu être puissant. Tout le monde qui meurt à cause du bruit qui est proféré par le gain à 1030. Ils se prennent la foudre, la grêle, les arbres. Et du coup, pendant cette discussion, il y a la pauvre Karen qui entend tout, qu'en fait, il était encore amoureux de Joe, ce bon Bill. Voilà. Et voilà. Vous le savez, sauf elle en fait. Depuis le début, on avait compris. Tout le monde avait compris, mais elle non. Oui, non, mais c'est clair. Tiens, chérie, va avec l'autre connard. Moi, je vais monter avec mon ex. Il n'y a pas de souci. Allez-y. L'autre crado qui va te violer dans un champ de maïs. En te racontant des vieilles blagues immondes. Mais d'ailleurs, ça jette un froid parce que dans la séquence suivante, donc celle du drive-in, le ciné en plein air, ils osent à peine se regarder, ils s'adressent pas la parole. Mélissa, elle va s'isoler toute seule dans sa chambre à regarder la téloche. On peut comprendre. Rien de mieux que de regarder la météo. Oui, on peut comprendre qu'elle est plus trop envie de voir les gens. Là, pour le coup, on peut la défendre. Oui. Alors, 100%. Là, pour le coup, elle est cohérente. Et c'est là que tu dis, peut-être que tu es en train de réaliser que ta journée, elle ne devrait pas exister. Alors, juste, une petite anecdote personnelle sur ce passage. Pour ceux qui ont connu la joie de la VHS, à chaque fois que j'ai vu j'ai vu Twister, ça marche aussi, que j'ai vu Tornades. Oui, ça doit être le nom en québécois. Voilà, en québécois. Okay. Ce changement de plan est extrêmement inspiré, je trouve. Donc, on voit donc toute cette scène. Ça part sur un fondu en noir. En fait, il y a l'écran du cinéma qui remonte comme une image, donc qui rentre dans le cadre. Et en fait, à chaque fois que je l'ai vu ce film en VHS, à chaque fois, je dis putain, qui c'est qui a enregistré par-dessus fait chier. Parce que en général, je me souvenais quand tu enregistrais, c'était souvent comme ça que ça apparaissait. En fait, la bande de passer. Et à chaque fois, je me suis. Et là, j'ai regardé le film sur MyCanal.
Eh ben, ça me l'a quand même fait. C'est bien ce qui est enregistré sur MyCanal. Voilà, ça, j'ai vraiment eu encore toi, je pense que c'est un kink. Tu sais, c'est un truc, il faudrait que j'en parle. Il faut que j'en parle à un psy ou quelque chose, je pense. À mon avis, je pense. Le trauma de la VHS, tu vas devenir un précédent psychologique. Je pense. J'ai une VHS stérose. Et donc, quel film il regarde dans ce drive-in, Émilie? Tiens, tu as reconnu ce film? C'est un petit film un peu obscur, mais est-ce que tu l'as reconnu? indépendant, oui, Shining. Dans tes études de ciné, tu as dû le voir. Du coup, effectivement, Shining. Et donc, en regardant la distribution du film, pas de Shining, de Twister. De Twister, on voit qu'il y a quand même un personnage qui s'appelle Stanley et un personnage qui s'appelle Kubrick. Oui. Donc, il est super fan de. Oui, ça, oui, voilà. Mais je trouve ça cool de le référencer dans son film. Et bon, hormis quand je connais bien le film, je l'ai lu, je l'ai vu. Il a bien raccourci le film de manière à ce qu'on voit bien les scènes qui vont bien, mais ce qui est super, j'adore. Ça commence avec la scène du petit qui voit les jumelles dans les couloirs et qui voit les jumelles. Et d'ailleurs, on va renforcer, on veut dire, le côté film de monstre avec l'apparition de la tornade, parce que bon, du coup, il y a tout un tas de dramas. Joe finit par s'être convaincu que c'est bon, il faut signer le papier du divorce. Elle le fait, mais elle les donne toujours pas. Mais pareil, on a encore un build-up, une montée en tension, on a des grognements discrets au loin. C'est vraiment des grognements de monstres, on peut pas mieux dire. Non, mais attends, pardon, parenthèse, mais c'est pour faire le son des tornades, ils ont pris des cris de chameaux ralentis. Oui. Véridique. Oui. Donc, mais ça s'entend, on entend les grognes. Quand tu le sais, tu l'entends. Littéralement les tornades qui grognent. D'accord. C'est hallucinant. Mais tu vois, ça. Oui, mais à la base, et du coup, dans la version française, c'est toi qui les faisais, les bruits de tornade. Attendez. Fermez les yeux, vous allez entendre une tornade. Moi, j'ai joué dans un film des Frères Larieux, pour de vrai. T'as joué dans un film des Frères Larieux qui s'appelait. Merde, c'était un film de apocalyptique que je n'ai pas vu au cinéma, ça avait l'air chiant. D'accord. Mais un film sur la fin du monde par les Frères Larieux avec Mathieu Amalric et Karine Viard. Et dans lequel tu as joué? J'ai tourné avec Mathieu Amalric. Classe. Mais j'étais figurant en silhouette dans une voiture. Ah. Et je sais pas si la scène est dans le film, mais il casse mon rétroviseur qui était déjà pété. Mais c'était le tien perso? Ouais. Et il fallait le faire rembourser, t'aurais pu avoir une Ferrari. Ouais, mais il était déjà pété en fait, mais du coup, Renault, voilà. Et l'accessoiriste, il a dit hop, ça m'intéresse. Ok, vas-y. Voilà. Et je crois qu'on ne me voit pas dans le film parce qu'ils m'ont interverti. J'étais siège, au siège conducteur. Ils m'ont dit non, va plutôt dans l'autre siège, et je crois qu'il est hors champ. D'accord. Vas-y, lève-toi, va là-bas, plus loin. Mais du coup, je n'ai pas vu la scène. On en a parlé, mais j'ai pas vu la scène. Donc je disais, donc ça ramène donc à ce que je disais au tout début. Oui, pardon. C'est ce moment où justement donc le film devient un chouïa trop un film de monstre, voilà, et plus du tout un film de tornade, parce que en gros ils sont tous en train de regarder le ciel noir parce qu'il fait nuit et la tornade fait pas de bruit. Et en fait, il y a un éclair, elle est là. Genre, coucou. Ils ont quand même fait un jumpscare avec une tornade. Et c'est là que tu dis, bon, mais là, peut-être que vous arrivez un peu au bout de votre concept, les gars. Parce que... justement, c'est là qu'ils l'assument plus que jamais. Et je trouve que c'est là que ça devient trop bien. Oui. Du coup, quand quand tu acceptes l'idée, ouais. Et la tempête pète au moment où dans Shining, il est en train de casser la porte avec sa hache. Ouais, c'est d'une légèreté. Voilà, c'est là que le film se positionne comme, bon, mais clairement, c'est une tornade, c'est une créature qui veut vous tuer, c'est tout. Voilà, et c'est à ce moment-là que la tornade détruit l'écran et que tout le monde essaie de se barrer. Et tout le monde se Ils rend vont compte qu'il y a une s'abriter. tornade. Avec un effet super cool quand elle détruit l'écran. Oui. Donc on voit l'écran qui part en lambeaux et on Mais voit le film projeté qui sur la continue à tornade. être projeté dans la tornade sur ça. l'eau et la poussière, quoi. La Et je poussière, trouve ça très joli, super beau. mais cette scène est très très cool, hein, je l'adore. Mis à part donc la tornade qui fait coucou, mais en fait j'avoue que vraiment je crois que c'est la scène, précisément celle-là, qui m'a le plus marqué de Twister. Déjà parce que la scène est cool, et parce qu'il y a ce truc qui m'a toujours fait rire, cette tornade qui est vraiment à 30 mètres d'eux, quoi, alors que le truc c'est un merdier pas possible. C'est Alien en fait, la tornade c'est Alien ça. à ce moment-là, quoi, tu vois, Ouais. c'est terrible. Ils vont se cacher dans un garage auto. Donc qui est vraiment rempli de matériel, et il se planque dans une espèce de rigole quelconque. Richard Dreyfuss est blessé, le pauvre. Il se fait entailler le crâne. Bon, c'est pas bien méchant, on lui fout la main dessus, c'est bon, tout va bien. C'est bon, il va juste un petit peu sonner. Et pourtant, ça n'était pas le doigt de Dieu. Au doigt de Dieu. Attention. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah tiens, enfin ils vont tuer quelqu'un.
C'est tout con, Ouais. mais dans ce genre de film, et là pour le coup, ils ont pris la décision de n'en tuer aucun. Même pas Richard Dreyfus, du coup, ou Jean-Claude Dreyfus, je sais pas on qui y c'est. reviendra. Moi, j'étais limite déçu. Je m'attendais mais- à ce que l'ange Oliver lui coupe la tête. Mais en fait, non, c'est juste une petite égratignure. Oui, non, mais c'est tu ça. t'attends, c'est genre ça, la tête qui tombe d'un côté ou une connerie comme ça. En fait, on est tellement habitué à voir des horreurs que dès qu'ils C'est font ça. un truc comme ça, tu dis peut-être qu'en 96, c'était déjà l'enfer de faire une Ouais. petite coupure au front. Oh mon Dieu, il s'est coupé. Mais donnez-lui du mercurochrome. Un plan Oh, le fixe tueur, sur il- son crâne, sur sa tête, tu sais, avec le haut du crâne qui se met à couler en biais. C'est ça, voilà. Avec un léger fil de sang. Et en fait, là, c'est moi, pour le coup, c'est ce moment précis où ça devient vraiment un film de monstre bête et méchant. Parce Ouais, que la complètement. tornade, on dirait qu'elle capte que elle arrivera pas à les avoir, ils sont bien planqués. Du coup, je me barre et je vais m'en prendre à la tente. C'est ça. Parce que là, elle se barre, vrai que ça on donne ça. comprend qu'en fait, elle s'en va et elle va directement en ligne droite attaquer la ville où il y a la tente, donc Wakita, mais sans prévenir, parce qu'en plus, elle le dit après. Donc parce que voilà, la scène d'après, c'est la tente. On comprend que la tornade n'a fait que les effleurer et va détruire Wakita. Et la tante, quand ils vont la sauver dans la baraque, elle dit. Et on n'a même pas été prévenu. Eh Donc, ben, c'est-à-dire forcément. que, mais oui, c'est une tornade de jumpscare. Donc Elle l'a fait là-bas aussi. c'est une sauteuse. Ça. Mais en fait, c'est là que tu te dis, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on va voir le père qui continue à tourner autour d'une tornade? Parce que clairement, c'est la même. Hein. Mais pas autour de celle-là. Attention, c'est autour de la prochaine. Le mec a vieilli, il a fait sa vie, il vit dans la tornade. Du coup, c'est une F5, en plus, il a de la place. Oui, c'est ça. Il a quoi, une cuisine, une mezzanine, enfin, il a une belle tornade. Celle-là, c'est pas une F5, attention. Non, Celle-là, mais bon. c'est encore. Mais du coup, il bon, reviendra c'est- plus tard, mais- Ça doit être une F4.5 parce qu'elle a l'air bien Ouais, vénère parce quand qu'elle même. est déjà Et bien elle a l'air donc, plus vénère que la précédente. C'est ça. Mais bon, on comprend pas trop. Mais dans la Mais suite du logique, coup- on est à la 4, techniquement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Donc, pour ça. c'est une C'est 4. clairement, c'est une F4. Elle va casser Wakita. On va sauver la tente. On sauve le chien également. Hein. Il y a un retour directement dans la maison pour sauver les clébards. parce Bien que sûr, vous on sauve connaissez. toujours les chiens dans les Voilà, films. et la important. tente s'en tire. La tente s'en sort bien. Oui, Bertrand. Bah, du coup, ça me permet d'évoquer une question que j'ai appelée avec le temps le point Ripley. À savoir si un être humain mérite de vivre ou s'il faut le zigouiller tout de suite. Quand on a vu Alien, vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez Sigourney Weaver à la fin du film Alien? Est-ce que vous choisissez de vous barrer tout de suite avec votre vaisseau ou est-ce que vous allez sauver le chat? Les uns après les autres. Ah. Émilie, est-ce que tu vas sauver le chat? Bah, moi, j'ai Bon, envie de si sauver c'est le un chat. chien. Ouais, ah ouais. Si c'est un chien plutôt. Ah, je vais peut-être sauver le chien quand même. Toi, Thibaut? Je suis fou amoureux de mon chat, c'est à peu près ma seule dose d'affection dans la vie, mais bon, faut pas déconner. Face à un truc aussi traumatisant et cauchemardesque qu'un alien, mettons, je pense que je me dis, minou, et puis je vais dans le vaisseau tranquillement en me disant, il est pas con ce chat, il va me rejoindre, et puis s'il me rejoint pas, c'est qu'il était con et pas de regret. Et toi, Thomas? Moi, je sauve l'alien, moi. Je pense Bon, que mais dans cette équipe, je ne sauve qu'Émilie, alors. Hein. je pense que cette créature est incomprise et il faut juste discuter avec elle. C'est vrai. À mon avis, tu sais, le truc, tu lui De donnes un très sneaker, près. ça devient hyper sympa. Ouais, c'est ça. Bah, il y a un moment où Hélène Ripley le fait, pardon, mais elle est enceinte juste après, donc clairement, c'est vrai. c'est Eh ben, quelqu'un qui ça a a vraiment marché. beaucoup Eh ouais. besoin qu'on s'intéresse Il y avait à de lui. l'amour. À elle. Et bon, ben, sauvetage fait de la tante Meg. Et qu'est-ce qu'on a aux infos? Aïe, aïe, aïe. C'est historique. Je sais pas si je dois t'en parler, Joe, mais ils annoncent une F5, ça y est, c'est maintenant. Oh, Et donc là, l'ultime build-up, c'est le dernier acte du film. On se lance à l'assaut de la tornade ultime. Mais avant ça, optimisation de Dorothée, les gars, c'est atelier bricolage et animation. On va prendre toutes les canettes de Pepsi, le meilleur placement produit possible. Bah oui. C'est Et genre, alors il faut des canettes pour reproduire les schémas des sculptures que faisait la tante Meg. Et pour ça, on va utiliser toutes les canettes possibles et imaginables. Et il n'y avait que du Pepsi. D'un ultra fusil de Tchekhov, parce qu'en fait, ces trucs-là, on les voit littéralement depuis Ouais. le tout début du film. En permanence, on voit ces espèces de moulins Mais à dès vent, qu'ils vont chez la tante Meg. mais on les voit même dans la scène du début, je crois. Ouais, la Quand scène d'intro, je crois aussi. Ouais. Ouais, quand ils vont de la maison Oui. au chiottes au fond du jardin, là, Ouais, je crois que tout en le monde fait, a ça, on là-bas. les voit tourner aussi. Ouais. Je pense que ça Ouais. doit être un truc littéralement dans les régions frappées par les tornades, donc Je pense, effectivement ouais. dans le sud des États-Unis. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il doit avoir parce qu'en fait, on l'entend très souvent quand la tornade arrive, on entend les cloches, ça fait du Exactement. bruit et du Oui, coup, c'est ça. voilà. Et du coup, en fait, c'est pour le coup un fusil de Tchekhov, mais extrêmement intelligent, surtout quand on s'y connaît pas en tornade. Ouais, voilà. Mais qu'est-ce Non, qu'ils c'est ont ça. comme Pepsi, quoi? C'est improbable.
Ouais, ça, c'est vrai je pense que- qu'ils sont allés prendre dans le truc de Dusty. Hein, ça, Ouais, Je pense que sûr. ça expliquerait le fait qu'il soit tout le temps au taquet, il est surchargé Voilà, en sucre en C'est fait. clair. Et du coup, tout le monde met la main à la pâte et ils font des petites ailettes, en gros, pour tous les petits capteurs donc sphériques qui étaient très légers. Donc, c'est une super optimisation de Dorothée. Ils vont pouvoir se lancer à l'assaut. La musique, là, elle donne tout ce qu'elle a. Le thème, Ouais. il est joué de la façon la plus épique qui soit. C'est beaucoup trop cool. Et la tornade, on la voit finalement, elle est gigantesque. Elle est très très belle pour le coup. Elle est vraiment magnifique. C'est encore une RPM. Hein, voilà, parce que Ah oui, là pour le c'est- coup, ça l'a donc faim. voilà, c'est ça. C'est la colonne, elle est gigantissime. Et encore une fois, ça leur fait doucement bouger le brushing. Je Elle pense fait qu'ils ont dû 4 ou 5 oui. km de base. Et Ouais, il le dit, effectivement, ouais, ils sont- 4,5 km de base. Voilà, non, mais c'est. Ça On bouge voit à en plus peine à les la fin, cheveux, il y a quoi. un plan. Voilà, à la fin, il y a un plan assez cool pour au début du générique de fin. Il y a un plan assez cool où on voit la traînée de la tornade et on voit les personnages au milieu. C'est une empreinte de Godzilla. C'est quasiment le plan ça. de Godzilla de Roland Emmerich. Ouais, quand où on voit la l'empreinte de patte, pas ouais. et que Mathieu Broderick Ouais. est dedans. Ouais. Donc c'est très cool. Et donc voilà, donc ils ont les cheveux qui bougent à peine, mais la tornade elle leur balance concrètement un camion citerne, plus tard une maison, ce genre de choses. Mais ça fait un peu bouger les cheveux et ça va être nettement pire après, hein, vraiment. Oui. La maison Et qu'ils bah- peuvent traverser à 130 km/h en ligne Bien droite. sûr, mais parce qu'ils prennent les escaliers. À 5 mètres d'eux, effectivement. Oui, Oui. tout à fait. C'est formidable. Et du coup, une tornade du F5, il ne le précise pas, mais donc visiblement qui est douée d'intelligence aussi, parce qu'il en fait envoie des objets littéralement sur la route, Oui, comme un c'est- obstacle. En fait, il elle ne vise utilise que- précisément ce qu'elle a besoin. Voilà. Donc, je spoilais un peu là, dans 2 minutes, mais donc elle traverse, elle envoie une échelle. Pile poil dans l'axe du camion des méchants, on va dire, Oui, pour oui, elle qu'on a vise le complètement conducteur, zappé. Hein. Tout le monde avait oublié qu'ils étaient dans le film d'ailleurs. Oui, bah, clairement. Même la tornade, elle fait, putain, ils sont là, attends, je vais les fumer, on en parlera plus. Et donc il envoie cette espèce d'échelle pile poil dans le truc, après elle envoie pile poil le camion citerne, et puis pile poil le truc. C'est que vraiment, Voilà. clairement, elle leur en veut. Et c'est pour ça que je pense que dans cette scène, le papa tourne derrière. Et Je pense que qu'il est en c'est haut, le c'est dieu lui des qui tornades dirige le maintenant. truc. Il est au milieu de son C'est un Decepticon, cette tornade, en vrai. Ah ben c'est ça. Non, mais à 100%. Exactement. Je vois que ça en fait. Ah oui, non, mais c'est clairement ça. C'est vraiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense même que j'ai vu l'icône quelque part. J'ai vu le logo des Decepticons gravé Ouais. sur la colonne. Tout à fait. Donc c'est là que Jonas se mêle de l'histoire. Et Bill, dans sa grande mansuétude, lui dit « Arrête Jonas, tu te rapproches trop. Elle va venir sur vous, elle va vous écraser, ça va être terrible. » Et là, je me suis fait, pendant qu'on enregistrait, une réflexion. Parce que du coup, c'est là que la tornade envoie une poutrelle dans la tronche du conducteur. Et la voiture s'envole au milieu de la tornade, avalée par la tornade, comme Jonas par la baleine. Dans la baleine, évidemment. Bien vu. Et le film de monstre continue. On est encore là-dessus. Et C'est sublime. c'est quand même Bill qui lui recommande de pas aller dans la tornade alors qu'il est allé dans toutes les tornades du film. Oui, hein. c'est ça. Oui, c'est Mais ça. justement, il Il sait a de quoi il copulé parle. avec chacune des tornades. C'est ça. Oui, Ok, bah, moi je serais toi, je le ferai pas. Je te parle d'expérience. maintenant tu fais pas, c'est toi qui vois. C'est un hein. peu Je suis pas sale, ton c'est un peu papa, mouillé, on ça est d'accord. décoiffe, Oui. ça salit la Mais barbe. pas trop quand même. Mais bon, Ça décoiffe pas trop. Non, ça décoiffe, mais à peine, exactement. Oui, c'est ça. Du coup, ils doivent trouver un moyen pour rendre Dorothée un peu moins légère et ils finissent par trouver ce subterfuge de on la laisse arrimer à la voiture. C'est pas grave, on en a déjà niqué 3-4 hein, des pick-up. Oui. Il y en a, ça coûte $500. Oui, c'est sur le bon coin. Enfin, The Right Corner. C'est quand même drôle, hein. Donc- Ils niquent je sais pas combien de pick-up, ils laissent tomber, ils continuent, hop, bon, Oui. c'est formidable. Oui, Ils en ont de Et rechange. c'est là que le Ouais, c'est RPM ça. va être à fond les ballons. Alors ça, tu te dis en fait les mecs ils prennent les pick-up, tu sais, ils enlèvent le plastique, tu sais, ils la sortent d'une boîte, tu sais, ils enlèvent le plastoc et ils repartent. C'est clairement ça, ouais. Parce que tu sens que les mecs c'est vraiment interchangeable parce qu'ils ont celle du début qui se fait exploser et personne n'est triste. Moi, si demain je me chope une tornade, je serais très déçu que ma voiture soit retournée éclatée. Je dirais pas genre ah, j'espère qu'elle a assuré tout risque. Allez, on est reparti. C'est même Non, mais c'est ça. voilà, même si c'est pour le travail, tu te dis pas je reprends ma journée, c'est reparti. Bon, bah, du coup, le pick-up, il décide donc de le sacrifier, comme on disait. Il l'envoie directement dans la bête et ça marche. Et c'est magnifique. Et tout le monde est content. Donc blablabla, hein, c'est tout ça, on sait comment ça se passe. Il y a des lignes de code qui arrivent. Et ils sont tous là. Mais regardez ces informations, c'est exceptionnel. T'as vu, il y a un œuf à côté d'un 7, c'est fou. Les mecs, c'est fou.
C'est clairement, ça sert à rien. En fait, regarde, on a un modèle 3D d'un truc qui tourne, donc c'est pas foufou. On se doutait de ce qui se passait dedans. Donc après, Vraiment, on n'est pas des chasseurs de tornades, donc c'est pas. Voilà, c'est là que je pense que les scientifiques en herbe, que je crois que tu es, Émilie, du coup, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'interprétation de ces résultats. Non, c'est par parti. contre, ça m'a fait penser, je suis en boucle, mais ça m'a fait penser à l'ADN de Jurassic Park. Ouais, hein. Oh là, dis donc pas paf. Un hélicoïde. Non, mais c'est fortiche, c'est fortichissime. Quand même. Je trouve ça très fort, très beau. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, les réjouissances sont pas finies parce que maintenant, ils sont à pied et la tornade est toujours là. Elle a juste mangé une voiture. Ça, c'est magnifique. Et elle leur en veut, elle est très énervée parce que à Graou mangeait, d'accord, sauf que c'était une voiture en fer, miam, pas très bon. Et en plus, elle avait plein de petits grains de poivre, pas terrible. Voilà. Donc maintenant, je veux manger de la chair humaine parce que tout le monde le sait, les tornades sont de fiefés carnistes. Tout à fait. Donc s'ensuit une course-poursuite dans les champs. Donc une F5, je rappelle que là, c'est les humains contre Godzilla. C'est tout à fait terrible. Ah mais non, mais c'est trop là. Du coup, concrètement, là, on est dans une situation de les humains contre Godzilla. Et ça marche, parce que la tornade leur court après, donc je rappelle qu'elle fait 4 bornes de large, qu'elle jette des maisons et des camions citernes explosifs donc, sur les gens, mais eux, ils peuvent courir devant, il n'y a pas de problème. Film, je t'aime beaucoup, mais arrête quand même de me prendre pour un petit animal. Non, là, il ne faut pas déconner. Il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est formidable. Donc bref, ils vont essayer de s'abruter dans une grange. Dans cette grange, c'est globalement le repère de tous les serial killers de l'histoire de la télé. Improbable. Voilà, il y a des lames partout. Bertrand, je crois que tu as fait une liste précise et complète de tous les outils qu'on peut voir dans ce plan. Je t'écoute. Un tournevis, une clé à molette, une armoire à cuillère, un évier en fer. Un poêle à mazout. Et un poêle à mazout très coupant. Et une tronçonneuse démarrée. Cette scène où ils courent, où en fait clairement tu sens qu'il y a une différenciation entre leur course, il y a une ligne de vie et la tornade en fait, donc la danger zone de la tornade. Et, en fait, ça m'a rappelé, et la différence avec un film qui se prend trop au sérieux avec un sujet qu'il ne maîtrise pas, ça m'a rappelé Phénomène. Vous savez cette scène où ils courent et ils sont poursuivis par le vent. En fait, c'est exactement la même scène, mais dès que tu te prends pas au sérieux, c'est vraiment la scène ça, elle fonctionne parce qu'en fait c'est exactement ça, parce que tu vois tout qui pète derrière eux, mais ils sont pile poil sur la zone où en fait ils peuvent rester en vie, quoi. Et j'ai trouvé ça très drôle Il y a ce plan fascinant de tous les petits piquets d'une clôture qui volent un par un derrière eux, c'est excellent. Ça, pour le coup, je trouve que c'est trop bien. Cette scène de chasse aux monstres là, la tornade qui a été chassée depuis le début et maintenant le prédateur, et je la trouve fascinante, vraiment, je la trouve folle. Mais bon, voilà, ils finissent par trouver une grange dans laquelle il y a un petit poteau magique qui est planté jusque dans le cœur de la planète, vraiment. Et de l'autre côté, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Je pense que c'est un haut, tu sais, qui est enfoncé dans le monde entier, effectivement. Ouais. En fait, c'est un septum des statues de l'île de Pâques. Après, Bill le dit, il dit au moins ça, c'est des tuyaux profondément enfoncés dans la terre. C'est ça. Comment il le sait? Il est, à mon avis, ingénieur en grange. Parce qu'en fait, il est plombier. C'est ça. C'est ça. En fait, il a fait. Parce que Yann de Bond devait aussi faire le nouveau live action de Mario. En fait, il a utilisé son CPF quand il a quitté le monde de la tornadie. Il a fait une formation donc de plombier, et c'est pour ça qu'il se ranger les voitures, garer les parkings, et donc avec Mélissa. Voilà. C'est le sujet du 2, ça. Mais ça n'a pas été retenu. Twister 2, voilà, c'est ça. Non, mais ouais, étrangement, il n'y a pas de suite. Non, mais vous savez qu'il y en a une. Exactement. Je ne le savais pas. Alors, le film n'est pas sorti. Pardon. Le film n'est pas sorti. Mais il y a un Twisters. C'est pour 2024. Ouais, pour 2024. J'ai découvert ça donc en prenant des notes. Je peux vous le pitcher si vous souhaitez. Par pitié, il y a des tornades. Il y a 20 ans, des scientifiques. Attends. C'est la dernière phrase qui va te faire rêver. Il y a 20 ans, des scientifiques ont réalisé l'impossible. Ils ont recueilli un ensemble complet de données à l'intérieur d'une tornade monstre de catégorie F5. Grâce à l'application de ces données, ils ont pu créer Anteia, un système avancé d'alerte. Grâce à ces informations, des milliers de vies ont été sauvées et les populations ont grandi confortablement, sous l'œil vigilant de leurs protecteurs. Cependant, alors que la science se complaît dans l'autosatisfaction, Mère Nature continue d'évoluer. Donc je pense qu'on va avoir l'arrivée des F6, des F7, des...
Avant l'arrivée des F2, Ah bah c'est F4, ça. mais c'était les voitures en fait. Des F14 du coup, parce que juste en plus sur l'affiche hallucinée, juste en dessous il y a un truc de Top Gun, du coup je pense qu'il y aura des F14. Non mais ça c'est cool. Et à mon avis, la dernière, le boss de fin, c'est une Alt F4 et là ça va puer du cul. Et donc voilà, sachez qu'ils sont effectivement en train de préparer, qui normalement est censé sortir le 17 juillet. Ok, alors ce qui est sublime, c'est quand même que dans le pitch, le seul frein à la civilisation, c'était les tornades quand même. C'est le fait de les prévoir, quoi. Parce que maintenant, la population évolue, normal, parce qu'il y a ce système en TIA, c'est Sous l'œil incroyable. vigilant de ses protecteurs. Donc moi j'imagine Joe avec une cape en haut d'un immeuble. Non Ouais. mais c'est ça, Ouais, j'imagine c'est ça. Bill Paxton et Helen Hunt comme ça au-dessus d'un building. Qui font... Mais genre, et c'est tout ce qu'ils font en fait. C'est genre, hop, il prend de la terre en haut du building, il la renifle et il fait ah, il va y avoir une tornade. Allô, oui, vous dites qu'il va y avoir une tornade. C'est ça leur travail. Ils reniflent de la terre, ils disent qu'il va y avoir une tornade. Il regarde un tourbillon, il voit un 9 et un 8 à côté et puis il a tout compris quoi. Voilà. Non mais c'est ça. Tout devient plus clair. En fait, ça devient des néos. En fait, ils voient les chiffres dans la tornade et ils les comprennent comme ça. Et ça, c'est beau. Vivement les plans en slow motion. Donc du coup, il se retrouve dans le cœur de la tornade, bien accroché à ce tuyau intraterrestre. Et c'est là qu'il voit le secret de la tornade. Elle était enceinte depuis le début. Il y a un bébé tornade à l'intérieur. C'est sublime. Ça, J'étais très ému. J'ai adoré de dire ça dans ton conducteur. Parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. Non mais c'est incroyable parce qu'en plus elle a révélé son secret, elle a vu ah merde, ils sont accrochés sur un tuyau au fond de la planète, je ne vais pas les avoir, qu'est-ce que je vais faire? M'évaporer, je vais partir avec mon petit, on va aller vers d'autres contrées, on va attendre le 2, je reviens dans 20 ans, les gars vous êtes pas prêts. Je peux vous dire, je vais continuer d'évoluer. Vous serez peut-être protégé par votre protecteur en TIA. Je peux vous dire que moi, je vais continuer d'évoluer. Et non voilà, et du coup le film va s'arrêter sur ce constat de victoire absolue. La tornade a décidé de partir. Manifestement, c'était la dernière. Sur le bisou ridicule. Le bisou cringe en plus parce que il y a vraiment ce côté, ils se roulent une pelle et tout le monde est à côté. Ils ont fini ou pas là? On peut les regarder, on peut leur parler là. Ouais. On passe à autre chose. Mais moi, je regarde depuis le début, j'adore. Hein. De style à côté, la zone de succion. Je suis navré. Un petit constat aussi, quand même, à mon avis, très pratique pour le 2. On peut savoir que les chevaux sont tornade-proof. Ouais. Hein, parce que dès qu'ils sortent, tu vois les familles qui sortent au milieu mais il y a un cratère géant et mouvant. Voilà, c'est vraiment la fin du monde. Il y a des chevaux qui courent, ils gambadent. Et clairement, ils étaient dehors pendant le truc. Ils viennent pas de sortir d'un enclos. Donc après, ils étaient peut-être dans un enclos, une barrière en bois. Et donc, au début de la scène, on les voit. Peut-être que ça a En fait, tenu. quand la scène commence, la tornade arrive, on les voit se barrer. Oui, mais oui. du coup, après, sachant qu'un humain en petite foulée est capable de s'enfuir d'une tornade, je pense que pour les chevaux, c'est easy. Hein. Un cheval c'est aussi, vrai. hein. C'est ça, et il ouais, a voilà. trotté, à mon avis, il a même pas Il bataillé. n'y a pas de raison, oui. Et en plus, je crois que j'ai vu Robert Redford pas très loin, donc à mon avis, ils étaient tranquilles. Hein. Il leur a dit des trucs. Il murmure plein de trucs, Robert Redford, c'est son truc. Il est très murmurant. C'est ça. Et je l'ai pas vu crédité au film, je trouve ça hyper injuste de leur part. Pas très très sport, quoi. C'est pas très Coubertin, mais enfin. Ah, mais ça. C'est Hollywood, c'est le hein, c'est cinoche. une grosse machine qui vous bouffe. Bon, un avis sur ce petit film? Émilie, tiens, j'ai envie de t'entendre. Parle-moi. Bah, je continue d'aimer, moi, malgré tout. Bah, ça a pris. Voilà, hein, c'est 96, mais moi, je suis fan de ces années de toute façon au niveau du cinéma. Donc, bah, j'aime toujours. J'aime tous ces acteurs. Moi, ça me séduit. J'adore les tornades, j'adore les films catastrophes. Donc, ça continue de me séduire. Ouais, mais voilà. Et ça me fait maintenant un peu rire, pardon, c'est tout. En Oui, plus, bah, forcément. j'espère. Oui, non, mais ça, c'est même. quand tu rajoutes la patine d'un tout petit peu d'esprit critique, ça devient tout de suite beaucoup plus drôle. Bertrand, du coup, s'il te plaît, ton avis. Ben moi, c'est un peu plus mesuré parce que je me disais que j'allais voir un vieux film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais gamin et que ça allait me faire le même phénomène que Die Hard ou d'autres trucs. Et j'allais passer un moment génial. Et là, non, en fait, c'est cool. C'est un film cool. Il y a pas mal de qualités, mais c'est quand même pas un banger, quoi. Voilà. On peut pas dire, non, effectivement. C'est pas un chef-d'œuvre. mais moi, ça me va. franchement. Voilà, pisse froid, je pisse froid. Ça y est, c'est ça. Thomas, C'est ce que je me dis, moi. J'ai toujours aimé ce film. Je l'ai vraiment vu 1 million de fois et là, j'ai pris autant de plaisir qu'avant. Après, pour dire sur ce que tu dis, Bertrand, je pense pas que même à l'époque, ça a jamais été un banger. Je pense que c'est un film qu'on aime bien à l'époque, mais c'était pas non plus. Même à l'époque, en 96, tu vois, c'était pas, je pense, le film ultime. Je pense que c'est une série B intelligemment écrite, même si c'est très mal écrit, mais c'est une série B qui s'assume. Tu vois, on parlait de Phénomène, par exemple, tout à l'heure, qui finalement, ne serait-ce que pour la... Voilà.
Non, arrête voilà, de parler justement, de c'est pour Phénomène, ça. un C'est excellent ce que je te film, dis. Phénomène. Voilà, Arrête de parler de justement, Phénomène, c'est pour c'est un ça. excellent C'est ce que je te film, dis. C'est tu vois, Phénomène. c'est la différence avec une série B qui s'assume et un film qui croit qu'il est un chef-d'œuvre, alors que non, c'est une série B. Et je pense que c'est là que Twister réussit. Non, c'est un très bon film, Phénomène. Tu as mauvais goût, c'est tout. Ah ouais, moi aussi alors, parce que je le hais. Ah ouais. Ah, moi j'adore. Vous aimez vraiment Ben Phénomène? Voilà, je vous disais que. Ok, allez, c'est parti. Ah bon On passe sur Phénomène, l'épisode 2.1. Twister, mieux que Phénomène. Ah non, mais attends, on peut ouvrir un débat. Mais qu'est-ce que vous aimez exactement dans Phénomène? L'atmosphère, c'est un Non, tout, l'atmosphère, la qualité d'écriture des personnages qui sont hyper touchants. Le fait que Mark Wahlberg joue un mec humain et touchant. Le fait que le monstre là soit vraiment diffus, contrairement à Twister où le monstre est très présent. Là, le monstre est très diffus, on sait même pas qui c'est au final. Et puis techniquement, il est très très beau, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il est très très beau niveau tout Shyamalan de toute façon. D'accord. Ouais, tout à fait. Et beau, quoi. Et après, c'est le truc de Shyamalan, c'est la suspension temporaire d'incrédulité. Ouais. Marche à fond. Si tu fais partie des Shyamalan Zoos, tu te fais avoir à chaque fois. Et moi, je me fais avoir quasiment à chaque fois avec lui. Moi Même aussi, si ces histoires sont un peu nulles. Hein. Ouais, pourtant, je suis un grand défenseur de Signe, qui je sais est très décrié, et en tout cas c'est pas le préféré des Shyamalan. J'adore ce film perso. J'ai adoré. Et Karim Debache l'a fait briller. Déjà, et puis même je l'aimais déjà avant, mais non, j'avoue, en fait, je crois que vraiment, on l'a vu ensemble, Thibaut. Je crois pas. Hein. Je suis même pas sûr qu'on se connaissait quand Phénomène est sorti à l'époque. Non, je l'ai vu avec ton homonyme, avec qui nous avons fait Les Vrais Savants. D'accord. Et je sais qu'en fait la scène où il regarde le ficus de travers, à partir de là, je suis un peu ça a été très compliqué également. Ouais. Il y a vraiment littéralement cette scène dans le film, c'est pas une blague, et j'ai eu du mal. Mais du coup, effectivement, c'était pas un bon exemple, c'était pas une bonne analogie, mais je pensais que vu que vous êtes les deux seuls à aimer le film, c'était quand même pas de bol. On va présenter une autre personne qui en est très fan. Oh putain, et monter un podcast vous qui tous les trois. s'appelle MNS, mais on ne va pas donner son nom. Ouais. Non, mais en fait, dans le public de Shyamalan, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui croient encore à la fin de The Village, qui sont, je l'ai pas vu. sont encore stressés. Attention, évite de le spoiler, parce que c'est un objectif dans ma vie de le voir, mais je l'ai toujours pas vu. J'aime beaucoup. Vois-le et on en parlera. Okay. Parce que, moi, je l'adore ce film. Moi aussi. Mais en fait, il y a un moment où il y a une partie du public qui décroche et une partie qui continue à rester dedans. Et moi, je suis resté dedans jusqu'au bout. Et je suis sûr qu'Émilie, c'est ton cas aussi. Oh carrément, complètement. Juste, on revient sur Twister. À la fin du film, j'ai trouvé ça. C'était encore cette fabuleuse époque qui, moi perso, me manquait énormément, où on faisait des musiques de films. Oui. Comme on a eu Men in Black ou ce genre de choses, où il y avait la musique de Top Gun ou autre, où c'était vraiment des musiques qui étaient faites pour le film. Où à la fin, ils ont appelé Van Halen, qui est venu faire le shred le plus vénère de tous les temps. Quand même. Le mec fait 6 minutes de shred. Ouais. Et puis tu sens qu'à un moment il a plus d'idées parce que c'est tout mou, il met une espèce de vieux vibrato. C'est des nappes et en fait je trouve ça très cool moi perso. Surtout venant de toi, disons, parce que là pour le coup c'est vraiment du shred. Ouais, mais c'est du shred, mais c'est pas du shred qui essaie de foutre un maximum de notes. Justement, il y a pas grand chose quoi. Ouais. C'est juste des nappes, une nappe mélodique sur des images. Vraiment libre de droit d'orage quoi. Et... Il y a écrit Shutterstock en filigrane dessus. C'est exactement ça. Donc ouais, le générique est très étrange je trouve. Il coupe vraiment avec le reste du film, mais je sais pas, j'ai bien aimé cette ambiance. Je l'ai laissé jusqu'au bout cette fois-ci. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Moi aussi, j'avoue, je l'ai regardé jusqu'au bout. Mais voilà, non. J'ai débarrassé à ce moment-là et ça faisait un joli fond sonore. Parfait. Et Thomas, tu l'as laissé jusqu'au bout parce que t'étais en train de ronquer, je crois aussi. Il y a ça. Oui, tout à fait. Non, j'étais déjà au lit. Oui, voilà. Le canapé a regardé le film et moi j'étais au lit. Du coup, c'est Wiki, après mon chien qui a fait la chronique pour que je puisse en parler, mais il y a bien longtemps que j'ai pas vu tout ça. Ça te manque d'ailleurs. Hein. Ouais. Faut que je le regarde à l'occasion. Je sais pas si j'aime encore. Ouais. Bon merci beaucoup à vous, merci Émilie de nous avoir rejoints. Moi ça a été un vrai plaisir. Merci beaucoup, merci à vous. C'était très agréable. Ça fait plaisir. T'as vu, on t'a accueilli comme il fallait. Hein. Les petits chaussons, les petits gâteaux.
Voilà, Ouais, enfin, vraiment parfaitement. Non, on se fout pas de la gueule du monde. Donc avis au prochain invité. Voilà, ça va être ta fête aussi. Hein. Avis au prochain invité. Du coup, on n'a plus de chaussons, on n'a plus de petits. C'est terminé. Elle a tout embarqué. J'ai tout bouffé. Bon, mais non, mais tout s'arrête là-dessus. Thomas, si tu veux bien, je vais te laisser annoncer le film du mois prochain. Et moi, je fais des bisous à tout le monde. Ah, ben Moi oui, aussi, bien j'en sûr. fais. Alors, le film du mois prochain, c'est tout simple, puisque c'est...